Certains lieux gardent leur secret comme une mère veille sur son enfant endormi, avec une douceur protectrice et une réticence à les laisser s'échapper. Louise Durand avait arpenté les sentiers de ces montagnes des Cévennes pendant 43 ans, persuadée de connaître chaque pierre et chaque ombre du mas familial. Pourtant, par une tranquille matinée de septembre, alors qu'elle réparait de vieilles clôtures usées par le temps et les bêtes, elle découvrit quelque chose qui allait tout bouleverser. Derrière un rideau de mousse épaisse et de roches éboulées, l'entrée d'une grotte s'ouvrait dans le flanc de la montagne, tel un portail vers un passé oublié. Un air frais, chargé des senteurs de la terre humide et du temps lui-même, s'échappait de l'obscurité. À l'intérieur, d'étranges symboles recouvraient les parois de pierre, des marques plus anciennes que n'importe quelle carte, plus anciennes que le titre de propriété de sa famille sur cette terre. Le village de Saint-Martin, en contrebas, avait ses propres histoires, celles qu'on préférait garder enfouies, mais ces pierres gravées murmuraient des vérités qui refusaient de rester cachées. Que lui avait donc caché 3 générations de sa famille à propos de cette montagne? Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le mas Durand alors que Louise se tenait à la fenêtre de sa cuisine, une tasse de café réchauffant ses mains burinées par le travail de la terre. À travers la vitre, elle pouvait voir la crête et où la découverte de la veille avait mis son monde ordonné sens dessus-dessous. L'entrée de la grotte était invisible d'ici, dissimulée par la distance et la courbe naturelle de la montagne, mais elle sentait sa présence comme une écharde sous la peau, une question lancinante qui refusait de la laisser en paix. 3 générations de Durand avaient élu domicile dans cette vallée. Son arrière-grand-père, Jean Dubois, avait revendiqué cette terre en 1882, construisant la petite maison en bois d'origine là où se trouvait maintenant la cuisine. Son grand-père l'avait agrandie pour en faire une véritable maison de campagne, et son père y avait ajouté les commodités modernes, la plomberie intérieure, l'électricité, une ligne téléphonique qui grésillait encore pendant les orages. Louise avait hérité de bien plus qu'un simple acte de propriété. Elle avait hérité des histoires, de la responsabilité, et de cette connaissance viscérale, ancrée jusqu'à l'os, qui vient d'une vie entière passée à déchiffrer les humeurs des montagnes. Le mas s'étendait sur près de 300 hectares de hauts plateaux, la plupart trop escarpés ou rocheux pour le bétail. Mais il y avait des prairies nichées dans les replis des montagnes, où les fleurs sauvages éclataient en un tapis de couleurs en été, et où la neige s'attardait jusqu'en mai. La maison de campagne principale se trouvait dans une cuvette naturelle, protégée des vents les plus violents par des bosquets de châtaigniers et de pins que son grand-père avait plantés comme brise-vent. Un ruisseau, alimenté par la fonte des neiges et des sources qui ne s'étaient jamais taries, traversait la propriété toute l'année. Même durant les années les plus sèches. Louise avait élevé 2 enfants ici, Nicolas et Sandrine, leur apprenant à lire le temps dans la forme des nuages et à retrouver leur chemin grâce à la silhouette des sommets. Mais les montagnes qui avaient capturé son cœur semblaient trop étroites pour ses enfants. Nicolas vivait maintenant à Lyon, gérant les investissements de personnes qui avaient plus d'argent que de bon sens. Sandrine avait épousé un ingénieur informatique et déménagé à Nantes, où elle élevait les petits-enfants de Louise au milieu des cafés et des embouteillages. Ils venaient pour les vacances et envoyaient des photographies, mais le mas qui avait façonné l'âme de Louise n'était pour aucun agréable souvenir de vacances. Son mari, Pierre, l'avait comprise. Pendant 37 ans, ils avaient travaillé cette terre ensemble, réparant les clôtures et déplaçant le bétail, se faisant la lecture le soir au coin du feu et planifiant les améliorations qu'ils feraient au printemps. Pierre était mort il y a 4 ans, paisiblement dans son sommeil, après une journée passée à fendre du bois de chauffage et à maugréer contre le carburateur d'une Renault 4. Le chagrin avait failli la briser, mais la terre exigeait qu'on s'en occupe, et la routine des soins apportait à quelque chose de plus grand qu'elle-même l'avait aidé à traverser le pire. Aujourd'hui, à 63 ans, Louise connaissait chaque sentier, chaque cours d'eau saisonnier, chaque endroit où les cerfs venaient boire et où les aigles nichaient dans les falaises. Elle savait quelle prairie serait inondée pendant la fonte des neiges au printemps et où trouver les meilleures myrtilles à la fin de l'été. Elle pensait connaître les secrets de sa montagne aussi bien que les rides de son propre visage. Les symboles gravés dans la grotte lui avaient prouvé qu'elle avait tort. Louise avait d'abord trouvé la borne de granit usée par les intempéries, partiellement enterrée près de l'endroit où elle réparait une section de clôture endommagée par les tempêtes de l'hiver précédent. La pierre avait à peu près la taille d'une assiette, avec des marques qui semblaient délibérées mais ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Ce n'était pas l'œuvre d'éleveurs marquant des limites, ni les griffures d'animaux aiguisant leurs griffes ou leur bois. Ces marques étaient intentionnelles, des motifs qui suggéraient un sens, même si elle ne pouvait pas les lire. Suivant son instinct, elle traça une ligne approximative depuis la borne en direction de la falaise, cherchant tout ce qui semblait déplacé. C'est alors qu'elle avait remarqué la dépression couverte de mousse dans la paroi rocheuse. À première vue,
cela ressemblait à une ombre naturelle, mais la mousse avait poussé d'une manière particulière, suivant les bords de ce qui aurait pu être une ouverture. Quand elle avait arraché la végétation et déplacé les pierres tombées, l'entrée de la grotte s'était révélée comme un secret bien gardé, enfin prêt à être raconté. Les symboles à l'intérieur étaient plus élaborés, couvrant des sections des murs de la grotte de motifs qui parlaient de temps et de patience. Quelqu'un avait consacré un effort considérable à faire ces marques, utilisant des outils pour graver délibérément dans une pierre qui survivrait à n'importe quel poteau de bois ou clôture métallique. Ce n'étaient pas des graffitis occasionnels ni le travail de voyageurs de passage. Il semblait important, voire cérémoniel, bien que Louise ne puisse même pas deviner leur signification. Elle avait passé le reste de l'après-midi de la veille assise à la table de sa cuisine, la carte dessinée à la main de sa grand-mère étalée devant elle. La carte montrait les limites du mas telles qu'elles existaient à l'époque de sa grand-mère, avec des notes sur les zones de pâturage saisonnier et les sources d'eau, marquées à l'encre pâlie. Mais il n'y avait aucune indication de la grotte, aucune mention de la borne de granit, rien qui ne suggère que sa famille ait jamais eu connaissance du site que Louise venait de découvrir. Cela semblait impossible. Sa grand-mère avait été méticuleuse dans la documentation de la terre, notant tout, des dépôts minéraux au schéma de la faune. Elle avait marqué des sources qui ne coulaient que pendant les années humides et identifié des arbres frappés par la foudre. Comment aurait-elle pu manquer quelque chose d'aussi significatif qu'une grotte gravée de symboles anciens? Le voisin de Louise, Marcel Lefebvre, était passé ce soir-là avec une bouteille de gnôle et une offre d'aide pour la réparation de la clôture. Marcel avait 71 ans, un veuf dont le propre domaine bordait la propriété du rang au sud. Il connaissait la famille de Louise depuis 40 ans et avait des histoires sur son père qui la faisaient encore rire. Quand elle avait mentionné avoir trouvé de vieilles marques près de la clôture, Marcel était devenu étrangement silencieux. Probablement rien d'inquiétant, avait-il dit en se versant un deuxième verre. Les montagnes sont pleines de vieilles rayures et de trucs comme ça. Des anciens, peut-être, ou des prospecteurs marquant des concessions qui n'ont rien donné. Mieux vaut ne pas chercher les ennuis. La réponse avait paru étrange à Louise. Marcel était habituellement curieux de tout ce qui touchait à l'histoire locale. Le genre d'homme qui pouvait vous dire quel propriétaire possédait quelle parcelle en 1923 et où passaient les anciennes routes minières. Son attitude dédaigneuse à l'égard de sa découverte sonnait faux, comme une note jouée en désaccord. Après le départ de Marcel, Louise avait appelé son fils Nicolas à Lyon. Elle avait l'intention de lui parler de la grotte, mais quelque chose dans sa voix, la manière distraite dont il avait répondu, le bruit de fond de la circulation et de la vie urbaine, l'avait fait changer d'avis. Au lieu de cela, elle avait posé des questions sur les petits-enfants et l'avait écouté se plaindre de ses trajets quotidiens. Quand il lui avait demandé comment elle allait, elle avait dit « bien ». Tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. La découverte l'avait troublée d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement expliquer. Ce n'était pas seulement le mystère des symboles ou le fait que la carte de sa famille n'indiquait pas la grotte. C'était le sentiment d'être tombé sur quelque chose qui avait été délibérément caché, quelque chose que des gens qui auraient dû lui en parler avaient choisi de garder secret. Ce matin-là, Louise avait décidé d'appeler la Société historique régionale. Si quelqu'un pouvait connaître les sites ancestraux ou les marques historiques de la région, c'était bien Monique Bernard, la présidente de la société et ce que leur petit village de Saint-Martin avait de plus proche d'une historienne professionnelle. Monique était dans la soixantaine, une institutrice à la retraite qui avait passé des décennies à collecter des histoires et des documents sur les débuts de la colonisation de la vallée. Elle avait écrit plusieurs brochures sur l'histoire locale et avait joué un rôle déterminant dans le classement des anciennes structures minières comme sites historiques. Mais lorsque Louise expliqua ce qu'elle avait trouvé, la réponse de Monique fut encore plus étrange que celle de Marcel. « Oh, mon Dieu !» avait dit Monique, sa voix prenant un ton prudent. Cela semble en effet intrigant. Mais vous savez, Louise, ces montagnes ont vu passer tellement de gens différents au fil des ans. Des mineurs, des chasseurs, des vagabonds. Ça pourrait être n'importe quoi, vraiment. Il vaut probablement mieux ne pas réveiller le chat qui dort, si vous voyez ce que je veux dire. Louise ne voyait pas ce qu'elle voulait dire. Monique Bernard n'avait jamais rencontré un mystère historique qu'elle ne voulait pas résoudre. Elle avait passé 3 ans à rechercher l'histoire derrière une seule photographie des familles fondatrices du village de Saint-Martin et s'était rendue une fois aux archives départementales pour vérifier les détails d'un accident minier de 1897. L'idée qu'elle écarte des symboles anciens sans même vouloir les voir était complètement hors de son caractère. 2 conversations, 2 personnes de confiance, suggérant toutes deux qu'elle devrait ignorer ce qui pourrait être la découverte historique la plus importante de l'histoire enregistrée de la vallée.
plus Louise y pensait, plus elle était convaincue qu'il y avait quelque chose à propos de la grotte que d'autres personnes savaient déjà. Elle avait passé la matinée à examiner plus attentivement les papiers de sa grand-mère, à la recherche de toute référence à la zone où elle avait fait sa découverte. Parmi les titres de propriété et les relevés cadastraux, elle avait trouvé un dossier de correspondance entre son arrière-grand-père et divers fonctionnaires de l'époque. La plupart concernaient des affaires de routine, demandes de droits d'eau, requêtes de levée de bornage, plaintes concernant des voleurs de bétail. Mais une lettre avait attiré son attention, datée de 1886. Elle était de Jean Dubois au bureau foncier territorial, demandant des éclaircissements sur une parcelle à la lisière et de sa propriété. La lettre mentionnait des complications relatives à un usage antérieur et demandait des conseils sur les procédures appropriées pour les zones contestées. La réponse du bureau foncier, s'il y en avait une, ne se trouvait pas dans le dossier. Louise avait étudié la description de la propriété dans la lettre, la comparant aux limites modernes. La zone sur laquelle Jean avait écrit incluait la section où elle avait trouvé la grotte. Quelles que soient les complications qu'il avait rencontrées, elles avaient apparemment été résolues en sa faveur, puisque la famille avait conservé un titre de propriété clair sur la terre depuis plus d'un siècle. Mais l'expression « usage antérieur » suggérait que quelqu'un d'autre avait utilisé la terre avant que Jean ne la revendique. En 1886, cela signifiait très probablement des communautés ancestrales locales. La chronologie avait du sens. Les dernières tribus locales avaient été déplacées dans les années 1870 et au début des années 1880, mais il était tout à fait possible que certaines aient continué à visiter des sites traditionnels même après les relocalisations officielles. Si la grotte avait été un site ancestral, cela expliquerait les symboles et la nature délibérée des gravures. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les gens semblaient réticents à discuter de la découverte de Louise. Les litiges impliquant des revendications ancestrales pouvaient être compliqués, même plus d'un siècle plus tard. Il existait des lois protégeant les sites sacrés et les monuments culturels, des lois qui pourraient potentiellement affecter les droits de propriété. Cette pensée mettait Louise mal à l'aise, mais pas parce qu'elle craignait de perdre sa terre. Si la grotte était vraiment un site ancestral important, elle voulait faire ce qu'il fallait. Pierre avait toujours dit que la terre ne leur appartenait pas vraiment, qu'il ne faisait que s'en occuper pendant un certain temps, comme chaque génération avant eux et chaque génération qui viendrait après. Ce qui la dérangeait, c'était la possibilité que sa famille ait connu l'importance du site et ait choisi de le cacher. L'idée que Jean, son grand-père, son père, et même sa grand-mère, aient pu faire partie d'une dissimulation délibérée, ressemblait à une trahison de tout ce qu'elle avait cru de leur caractère. Louise se prépara une autre tasse de café et se rassit avec le dossier de papier de famille. Il devait y avoir plus à cette histoire. La lettre de Jean Dubois sur les complications relatives à un usage antérieur était trop vague pour en tirer des conclusions fermes, mais c'était un point de départ. Si elle pouvait trouver plus de correspondances ou de registres du bureau foncier territorial, elle pourrait peut-être reconstituer ce qui s'était réellement passé en 1886. La bibliothèque municipale pourrait avoir des copies des archives territoriales, ou du moins des index qui pourraient l'orienter dans la bonne direction. Monique Bernard pourrait avoir des documents pertinents dans la collection de la Société historique, bien que, compte tenu de sa réaction à la découverte de Louise, elle pourrait ne pas être disposée à les partager. Il y avait aussi la possibilité de contacter la communauté Lacombe, à 40 km au nord. Les historiens de la communauté connaîtraient les sites traditionnels de la région et pourraient peut-être aider à interpréter les symboles de la grotte. Mais d'abord, Louise voulait retourner à la grotte pour une exploration plus approfondie. La découverte de la veille avait été accidentelle, et elle avait été trop surprise pour examiner le site attentivement. Si elle devait contacter des experts extérieurs, elle devait comprendre à quoi elle avait affaire. Elle avait besoin de photographies, de mesures, d'un relevé détaillé des symboles et de leur disposition. Alors qu'elle se préparait pour un autre voyage vers la Crétaie, Louise se surprit à penser à Pierre. C'était lui qui avait l'appareil photo et les mains sûres pour le travail de détail. Il aurait su comment documenter correctement la découverte, et il aurait eu des opinions sur ce qu'il fallait faire ensuite. Pierre se méfiait des figures d'autorité et des explications institutionnelles, poussant toujours Louise à poser plus de questions et à creuser plus profondément les sujets qui l'intéressaient. Ne laisse pas les autres penser à ta place, avait-il l'habitude de dire, surtout quand ils ont des raisons de vouloir que tu penses quelque chose de particulier. Marcel Lefebvre et Monique Bernard avaient clairement des raisons de vouloir que Louise ignore sa découverte. Elle ne savait tout simplement pas encore quelles étaient ses raisons, mais Pierre lui aurait dit de le découvrir, et c'est exactement ce qu'elle avait l'intention de faire. Louise retourna à la grotte le lendemain matin, armée d'une lampe de poche,
de son appareil photo et d'un carnet qu'elle avait acheté spécialement pour documenter sa découverte. L'air de septembre portait les premières notes mordantes de l'automne, et le givre scintillait sur l'herbe de la prairie alors qu'elle grimpait vers la crête. Elle s'était dit que ce serait une exploration minutieuse et méthodique, photographier les symboles, mesurer les dimensions de la grotte, peut-être esquisser les gravures les plus détaillées. Elle ne s'attendait pas à trouver des restes humains. La grotte s'enfonçait plus loin qu'elle ne l'avait réalisé lors de sa première visite. Ce qui avait semblé être une simple dépression dans la paroi rocheuse s'ouvrait en fait sur une chambre assez grande pour s'y tenir debout, avec des passages menant plus profondément dans la montagne. Louise photographiait les symboles muraux lorsque le faisceau de sa lampe de poche capta quelque chose de pâle dans une alcôve qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Au début, elle pensa à une formation rocheuse ou peut-être à des dépôts minéraux. Mais en s'approchant, les objets pâles se transformèrent en formes indubitables, la courbe d'un crâne, l'architecture délicate des phalanges, des fragments qui ne pouvaient être que des côtes. Les restes étaient disposés dans ce qui ressemblait à une position délibérée, non pas éparpillés comme il le serait si des animaux avaient traîné une carcasse dans la grotte. À côté des os se trouvait un récipient en argile, sa surface décorée de motifs qui faisaient écho aux symboles gravés sur les murs. Le pot était assez petit pour tenir dans 2 mains, avec un col étroit et un corps arrondi qui témoignaient d'un artisanat habile. Des taches sombres sur l'argile suggéraient qu'il avait autrefois contenu quelque chose, bien que le temps ait depuis longtemps consumé tout ce qu'il aurait pu préserver. Louise recula de l'alcôve, le cœur battant la chamade alors que les implications de la découverte s'imposaient à elle. Ce n'était pas seulement une grotte avec d'intéressantes marques historiques. C'était un site funéraire, un endroit où quelqu'un avait été inhumé avec cérémonie et intention. La disposition soignée des restes, la poterie décorée, les symboles sur les murs, tout indiquait qu'il s'agissait d'un espace sacré, un lieu d'une profonde signification spirituelle. Et si c'étaient des restes ancestraux, comme cela semblait probable compte tenu de l'âge et du contexte, alors sa découverte venait de devenir une affaire pour les autorités. Il y avait des lois protégeant les sites funéraires ancestraux, des protocoles à suivre, des notifications à faire. Ce n'était plus quelque chose qu'elle pouvait enquêter seule ou simplement ignorer comme Marcel et Monique l'avaient suggéré. Louise passa 20 minutes à documenter la scène avec son appareil photo, en prenant soin de ne rien déranger tout en s'assurant d'avoir des photographies claires des restes, de la poterie et des symboles environnants. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle travaillait, non pas de peur, mais sous le poids de la responsabilité. Ces os représentaient une personne, quelqu'un qui avait vécu, était mort et avait été pleuré par sa famille et sa communauté. Il méritait le respect et un traitement approprié. Le chemin du retour vers la maison lui donna le temps de réfléchir aux prochaines étapes. Elle devrait d'abord contacter la gendarmerie. Il connaîtrait les procédures appropriées pour signaler la découverte. Le médecin légiste du département devrait probablement être impliqué, et éventuellement les autorités nationales si les restes étaient confirmés comme étant d'origine ancestrale. Il y aurait des enquêtes, des examens, des processus bureaucratiques qui pourraient prendre des mois, voire des années, à aboutir. Au moment où Louise atteignit sa cuisine, sa décision était prise. Elle appela la gendarmerie et expliqua ce qu'elle avait trouvé, parlant avec soin et s'en tenant aux faits. Le standardiste la transféra à l'adjoint Mathieu Fournier, un homme que Louise connaissait depuis qu'il était enfant, courant dans le domaine de son grand-père. Mathieu l'écouta sans l'interrompre, posa quelques questions de clarification sur l'emplacement, et promit de passer cet après-midi pour évaluer la situation. « Vous avez bien fait d'appeler, Madame Durand », avait dit Mathieu. « Ce genre de découverte doit être traité correctement. J'amènerai quelqu'un du bureau du médecin légiste avec moi, juste pour être sûr que nous suivons tous les protocoles. » Louise apprécia son ton factuel. Mathieu était jeune, peut-être 35 ans, mais il avait grandi dans la vallée et comprenait l'équilibre délicat entre le respect du passé et la gestion des réalités présentes. Si quelqu'un pouvait gérer cette situation avec la sensibilité appropriée, ce serait bien lui. Mais quand Mathieu arriva cet après-midi-là, il n'était pas seul. Derrière sa voiture de gendarmerie suivait une berline gouvernementale transportant 2 hommes en costume coûteux qui se présentèrent comme des représentants du bureau du procureur. Leur présence changea immédiatement l'atmosphère, la faisant passer d'une enquête de routine à quelque chose de beaucoup plus formel et préoccupant. « Madame Durand », dit l'aîné des 2 hommes en tendant une carte de visite. « Je suis le procureur adjoint Stéphane Leroy. Voici mon collègue, l'enquêteur Olivier Wang. Nous comprenons que vous avez fait des découvertes sur votre propriété qui pourraient avoir une portée historique. » L'expression « portée historique » frappa Louise comme un euphémisme étrange pour des restes humains,
mais elle mena le groupe jusqu'à la grotte sans commentaire. Le roi et Wang examinèrent le site avec une rigueur professionnelle, prenant leurs propres photographies et mesures tout en discutant de la scène à voix trop basse pour que Louise puisse entendre clairement. L'adjoint Fournier resta près de Louise pendant l'examen, son expression devenant de plus en plus troublée à mesure que les fonctionnaires de l'État travaillaient. Quand le roi émergea enfin des profondeurs de la grotte, son attitude était passée d'un intérêt professionnel à quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'inquiétude. « Madame Durand, dit le roi. Nous allons devoir sécuriser ce site immédiatement. Il y a des protocoles pour gérer des découvertes comme celle-ci, et nous devons nous assurer que rien n'est dérangé pendant que nous menons une enquête appropriée. » « Quel genre d'enquête » demanda Louise. « Ce semblent être des restes ancestraux. Les autorités communautaires ne devraient-elles pas être contactées ?» Le roi et Wang échangèrent un regard que Louise ne put interpréter. « Nous nous chargerons des notifications, dit Wang. Pour l'instant, nous avons besoin que vous compreniez qu'il s'agit d'un site d'enquête active. Personne ne doit entrer dans la grotte ou déranger quoi que ce soit dans les environs jusqu'à ce que nous ayons terminé notre évaluation. » La façon dont il avait formulé cela, notre évaluation, sonnait plus comme un avertissement qu'une explication. Louise eut la nette impression que les fonctionnaires de l'État étaient moins intéressés par la protection des restes ancestraux que par le contrôle de l'accès à l'information sur la découverte. Après le départ des fonctionnaires, Mathieu s'attarda quelques minutes, voulant clairement dire quelque chose, mais incertain de la manière de le formuler. Finalement, alors qu'il retournait vers la maison, il parla à voix basse. « Madame Durand, vous devriez peut-être faire attention à qui vous parlez de cette découverte. Parfois, ces vieux sites, ils réveillent des complications que personne ne veut vraiment affronter. Les gars de l'État semblent assez soucieux de garder les choses discrètes. » « Discrètes pourquoi » demanda Louise. « S'il s'agit d'un site archéologique légitime, ne devrait-il pas être étudié correctement? La communauté ancestrale ne devrait-elle pas être impliquée? » Mathieu s'arrêta de marcher et regarda en arrière vers la crête où la grotte était cachée. « Je ne connais pas tous les détails, mais il y a des rumeurs depuis des années sur des choses qui se sont passées dans cette vallée à l'époque. Des histoires dont les vieilles familles n'aiment pas parler. Votre découverte pourrait être liée à une partie de cette histoire. » « Quel genre d'histoire ? » « Le genre qui pourrait causer des problèmes à beaucoup de gens si elle s'avérait vraie, dit Mathieu. « Je ne dis pas que vous devriez ignorer ce que vous avez trouvé, Madame Durand, mais vous devriez peut-être réfléchir attentivement à la manière de procéder. Il y a des gens dans cette vallée qui ont beaucoup à perdre à ce que certaines histoires restent enterrées. » Après le départ de Mathieu, Louise s'assit sur son porche alors que le soleil se couchait derrière les sommets de l'ouest, essayant de digérer les événements de la journée. La découverte de restes humains avait transformé sa trouvaille historique intéressante en quelque chose de beaucoup plus complexe et politiquement chargé. La présence de fonctionnaires de l'État suggérait que sa grotte n'était pas seulement d'importance locale. Elle était liée à quelque chose qui avait attiré l'attention au plus haut niveau du gouvernement. Mais c'était l'avertissement de Mathieu sur les vieilles familles et les histoires enterrées qui la troublait le plus. Louise avait vécu dans cette vallée toute sa vie, et elle avait toujours cru en comprendre l'histoire. L'histoire officielle était simple, de robustes pionniers s'étaient installés dans la région dans les années 1880, établissant des domaines et construisant des communautés grâce à un travail acharné et à la détermination. Il y avait eu des conflits avec les communautés ancestrales, mais ceux-ci avaient été résolus lorsque le gouvernement avait établi des compensations pour les peuples déplacés. Maintenant, Mathieu suggérait que l'histoire officielle pourrait être incomplète ou, pire, délibérément trompeuse. Si les restes dans la grotte étaient liés à un chapitre plus sombre de l'histoire locale, cela expliquerait pourquoi Marcel Lefebvre et Monique Bernard avaient été si prompts à décourager son enquête. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les fonctionnaires de l'État étaient apparus si rapidement et semblaient si intéressés à contrôler l'accès au site. Alors que l'obscurité s'installait sur le mas, Louise se retrouva face à un choix qu'elle n'avait pas anticipé lorsqu'elle avait découvert l'entrée de la grotte 2 jours plus tôt. Elle pouvait accepter la réponse officielle, laisser les enquêteurs de l'État tout gérer et retourner à sa vie tranquille, s'occupant du mas et se souvenant de son mari. Ou elle pouvait creuser plus profondément dans le mystère, en suivant les pistes que Mathieu avait suggérées, et que Marcel et Monique avaient tenté de la dissuader de suivre. La décision aurait dû être facile. Louise avait 63 ans, une veuve vivant seule dans un mas isolé. Elle n'était ni enquêtrice ni militante. Elle n'avait aucune expertise particulière en archéologie ou en histoire des communautés ancestrales. La chose sensée serait de laisser les autorités gérer la situation et de croire qu'elle ferait ce qu'il fallait. Mais en regardant la silhouette sombre de la crête,
Louise pensa à la disposition soignée des os dans la grotte, à la poterie décorée qui parlait d'amour et de respect, aux symboles gravés dans la pierre par des gens qui avaient voulu que leurs histoires survivent. Quelqu'un avait pris grand soin d'honorer les morts dans cet espace sacré. Le moins qu'elle puisse faire était de prendre le même soin pour honorer la vérité sur la façon dont ils étaient morts. Demain, elle commencerait à poser des questions auxquelles les gens ne voulaient apparemment pas de réponse. Elle devait bien cela aux os dans la grotte et à la part d'elle-même qui refusait de laisser les chats dormir quand ces chats gardaient des tombes. L'équipe archéologique arriva 3 jours plus tard dans un convoi de véhicules utilitaires qui semblaient déplacés sur les routes de montagne. Louise observa depuis la fenêtre de sa cuisine leur installation près de l'entrée de la grotte, leurs mouvements efficaces et professionnels. Elle s'y attendait depuis que l'adjoint Fournier l'avait appelée pour la prévenir que des spécialistes viendraient mener une évaluation appropriée du site. La docteure Valérie Moreau, chef de l'équipe, frappa à la porte de Louise le premier matin avec un thermos de café et un sourire facile qui mit immédiatement Louise à l'aise. Elle était plus jeune que Louise ne l'avait imaginé, probablement au début de la quarantaine, avec des cheveux grisonnants attachés en une queue de cheval pratique et des vêtements de travail qu'elle n'avait pas peur de salir. « Madame Durand, avait-elle dit, je sais que cela doit être perturbant, d'avoir des étrangers qui arpentent votre propriété. Je voulais me présenter et vous expliquer ce que nous allons faire. » Louise l'avait fait entrer, reconnaissante d'avoir quelqu'un qui semblait disposé à la traiter comme plus qu'une simple spectatrice gênante. Autour d'un café, la docteure Moreau avait expliqué que l'examen préliminaire avait confirmé que les restes étaient bien d'origine ancestrale, datant probablement du milieu des années 1800 d'après le style de la poterie et les pratiques funéraires. La grotte semble avoir été utilisée comme un site funéraire sacré, avait dit la docteure Moreau. Les symboles sur les murs sont cohérents avec les marquages spirituels que nous avons vus sur d'autres sites de la région. C'est exactement le genre de découverte qui nécessite une documentation minutieuse et un traitement respectueux. Les autorités communautaires seront-elles impliquées ? Avait demandé Louise. Absolument. Nous avons déjà contacté le département des ressources culturelles de la communauté Lacombe. Ils enverront des représentants pour superviser notre travail et s'assurer que tout est géré selon les protocoles traditionnels. L'approche directe de la docteure Moreau était un soulagement après l'évasivité que Louise avait rencontrée de la part des fonctionnaires locaux. Mais cet après-midi-là, alors que Louise lisait sur son porche, elle avait surpris une conversation animée entre la docteure Moreau et l'un des enquêteurs de l'État qui était revenu vérifier l'avancement de l'équipe. « Docteur Moreau, je dois insister sur le fait que cette enquête comporte des aspects sensibles, » avait dit l'enquêteur. « Nous devons être très prudents quant aux informations qui deviennent publiques. Et ma préoccupation est de mener un travail archéologique approprié, » avait répondu la docteure Moreau, sa voix portant une pointe que Louise n'avait pas entendue auparavant. Ces restes méritent un traitement respectueux et une documentation approfondie. C'est ce que nous sommes ici pour faire. Bien sûr. Mais il y a d'autres considérations, des complications juridiques qui pourraient survenir si certains détails devenaient largement connus avant que nous ayons eu la chance d'évaluer leurs implications. Louise n'avait pas pu entendre la réponse de la docteure Moreau, mais le ton de la conversation avait confirmé son soupçon croissant que l'intérêt de l'État pour la grotte allait au-delà du protocole archéologique. Ce soir-là, Louise s'était rendue à la bibliothèque municipale du village, un petit bâtiment qui abritait à la fois des archives historiques et la collection de documents locaux de Monique Bernard. Monique n'était pas là, mais la bibliothécaire, une jeune femme nommée Chloé Lefebvre, la petite fille de Marcel, l'avait aidée à s'orienter vers la section des archives territoriales. Louise avait passé 2 heures à parcourir la correspondance du bureau foncier territorial des années 1880, à la recherche de toute mention de la propriété de son arrière-grand-père ou des complications relatives à un usage antérieur, dont il avait parlé. La plupart des archives étaient routinières, des revendications déposées, des arpentages terminés, des frais payés, mais enfouis dans un dossier de correspondances diverses, elle avait trouvé quelque chose qui fit battre son pouls plus vite. Le document était une pétition signée par plusieurs des premiers colons, dont Jean Dubois, demandant une assistance militaire pour faire face à ce qu'il qualifiait des « hostilités indigènes continues » dans les sections et de la vallée. La pétition était datée de septembre 1885, juste un an avant la lettre de Jean sur les complications foncières. Elle décrivait des raids sur le bétail, des dommages matériels et des menaces envers les colons qui tentaient d'établir des revendications légitimes sur les terres territoriales. Mais ce qui frappa le plus Louise, c'est la référence de la pétition à des activités indigènes non autorisées sur des sites traditionnels, et la nécessité de résoudre les revendications conflictuelles pour assurer la sécurité des colons et la souveraineté territoriale. Le langage était formel et bureaucratique,
mais il suggérait que les communautés ancestrales continuaient à utiliser les sites traditionnels de la vallée même après les déplacements officiels. Parmi les archives territoriales, Louise trouva des fragments de ce qui semblait être le journal d'un colon, avec des entrées décrivant les tensions entre les autochtones et les nouveaux arrivants dans la vallée. Les pages du journal étaient tachées d'eau et partiellement illisibles, mais elle put en déchiffrer assez pour comprendre que la situation avait été plus complexe que le simple récit de colonisation pacifique qu'on lui avait raconté depuis son enfance. Une entrée datée d'août 1885 décrivait la découverte de preuves de présence indigène récente à la grotte cérémonielle de la Crétaie, une description qui correspondait parfaitement à l'endroit où Louise avait fait sa découverte. L'auteur du journal notait que les tribus locales continuaient à visiter le site malgré les ordres territoriaux interdisant de telles activités, créant ce qu'il appelait une « situation intenable » pour les colons essayant d'établir des droits de propriété clairs. Louise avait photographié les pages pertinentes avec son téléphone et avait quitté la bibliothèque avec plus de questions que de réponses. Les documents suggéraient que son arrière-grand-père et d'autres premiers colons étaient conscients de l'importance de la grotte pour les communautés ancestrales et qu'il y avait eu des conflits continus concernant l'accès aux sites traditionnels. Mais la résolution officielle de ces conflits n'était pas claire dans les archives territoriales. Quand elle était rentrée chez elle, Louise avait trouvé la docteure Moreau qui l'attendait sur son porche avec une expression troublée. « Madame Durand, je voulais vous parler de quelque chose que nous avons trouvé dans la grotte aujourd'hui », avait dit la docteure Moreau. « Nous avons découvert des restes supplémentaires dans une section que nous n'avions pas encore entièrement explorée, mais il y a quelque chose d'inhabituel à leur sujet. » Inhabituel comment ? Les os montrent des signes de traumatisme qui suggèrent que ces personnes sont mortes violemment. Des marques de coupure sur les côtes, une fracture du crâne qui a été presque certainement fatale. Ce n'était pas une mort naturelle, ni même une mort au combat. Cela ressemble à ce qui pourrait avoir été un massacre. Le mot flottait dans l'air entre elles comme une présence physique. Louise sentit un froid s'installer dans son estomac alors que les implications devenaient claires. Docteur Moreau, ces fragments de journal que j'ai trouvés à la bibliothèque. Il mentionnait des conflits entre les colons et les autochtones qui utilisaient encore la grotte. Pensez-vous qu'il y ait un lien ? Je pense que nous devons être très prudents avant de tirer des conclusions sans avoir toutes les preuves, avait dit la docteure Moreau. Mais oui, la chronologie et l'emplacement suggèrent que cela pourrait être lié au conflit de la période territoriale. Si c'est le cas, alors ce à quoi nous avons affaire n'est pas seulement un site archéologique. C'est une scène de crime. Une scène de crime de 1885 ? Le meurtre n'a pas de délai de prescription, Madame Durand. Et si ces morts étaient liées à des actions illégales de colons territoriaux, il pourrait y avoir des implications juridiques qui s'étendent jusqu'à nos jours. Droit de propriété, réparation, reconnaissance par l'État des revendications tribales. Beaucoup de gens pourraient avoir beaucoup à perdre si toute l'histoire éclatait. Cette nuit-là, Louise avait appelé sa fille Sandrine à Nantes, enfin prête à partager ce qui se passait au MAS. Mais quand Sandrine répondit, elle s'occupait d'un enfant malade et d'une crise au travail, et Louise s'était retrouvée à minimiser la situation plutôt que d'ajouter au stress de sa fille. Juste quelques vieux artefacts qu'ils ont trouvés sur la propriété, avait dit Louise. Des archéologues y jettent un œil. Rien de sérieux. Après avoir raccroché, Louise s'était assise dans sa cuisine sombre, se sentant plus seule qu'elle ne l'avait été depuis la mort de Pierre. Le poids de ce qu'elle avait découvert, non seulement des restes humains, mais des preuves de violence historique que des personnes puissantes semblaient déterminées à garder cachées, lui paraissait trop lourd à porter seule. Mais en regardant vers la Crétaie, où les lumières du camp archéologique vacillaient dans l'obscurité, Louise pensa à la disposition soignée des os dans la grotte, à la poterie décorée qui parlait d'amour et de perte, aux symboles gravés par des gens qui avaient voulu que leur histoire survive, même s'ils ne le pouvaient pas. Quelqu'un avait pris grand soin d'honorer les morts dans ce lieu sacré. Le moins que Louise puisse faire était de prendre un soin égal pour honorer la vérité sur la façon dont ils étaient morts, même si cette vérité mettait certaines personnes très mal à l'aise. La réunion publique avait été l'idée de Monique Bernard. Bien que Louise soupçonne la présidente de la Société historique d'être plus intéressée par la gestion de crise que par une véritable discussion communautaire, la réunion eut lieu un jeudi soir à la salle des fêtes, un bâtiment bas à côté de la caserne des pompiers volontaires qui accueillait habituellement des repas partagés et des kermesses. À 19h, le parking était plein et les gens se tenaient le long des murs à l'intérieur. Louise était arrivée tôt, prenant place au premier rang, d'où elle pouvait voir tout le monde et, plus important encore, où tout le monde pouvait la voir. Elle s'était habillée avec soin de sa meilleure robe en laine et des bijoux en argent que Pierre lui avait offert pour leur 30e anniversaire. Une armure pour une bataille qu'elle était enfin prête à mener.
Monique avait ouvert la réunion avec une explication soigneusement formulée des récentes découvertes archéologiques sur la propriété Durand, soulignant la nature préliminaire des trouvailles et la nécessité d'une considération attentive de leurs implications. Son ton suggérait que toute la situation était légèrement embarrassante, comme discuter du problème d'alcool d'un parent lors d'une réunion de famille. Nous devons nous souvenir, avait dit Monique, que notre vallée a une fière histoire de coopération et de respect mutuel. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, nous avons construit une communauté forte ici, et nous ne voulons pas laisser de vieux conflits nous diviser maintenant. Marcel Lefebvre avait pris la parole ensuite, son visage buriné sérieux alors qu'il s'adressait à la foule. Mes amis, j'ai vécu dans cette vallée pendant 71 ans, et ma famille est ici depuis encore plus longtemps. Nous savons tous qu'il y a eu des difficultés au début. C'était comme ça à l'époque. Mais déterrer de vieux os ne changera rien et n'aidera personne. Parfois, il vaut mieux laisser le passé enterré. Les applaudissements qui suivirent les remarques de Marcel furent épars mais énergiques, provenant principalement des résidents plus âgés qui avaient grandi avec la version établie de l'histoire locale. Mais Louise avait remarqué que les plus jeunes dans la foule, des familles qui s'étaient installées plus récemment dans la vallée, attirées par le style de vie rural et les paysages de montagne, semblaient moins convaincus par les appels à ignorer la découverte. La docteure Moreau avait été invitée à présenter les conclusions préliminaires de l'équipe archéologique. Bien que Monique ait clairement espéré une brève présentation technique qui minimiserait l'inquiétude de la communauté, la docteure Moreau décrivit méthodiquement ce qu'ils avaient trouvé dans la grotte. Plusieurs ensembles de restes humains, des preuves de mort violentes, des poteries et des artefacts suggérant que le site avait été utilisé pour des sépultures cérémonielles sur une longue période. D'après les preuves que nous avons recueillies jusqu'à présent, avait dit la docteure Moreau, il semble que cette grotte était un site funéraire sacré pour les communautés ancestrales de la région, peut-être depuis plusieurs générations. La nature violente des décès que nous avons documentés suggère que ces personnes ont été tuées plutôt que de mourir de causes naturelles ou même de blessures de combat. Un murmure parcourut la foule à cette déclaration. Louise vit des gens se regarder, certains avec inquiétude, d'autres avec ce qui ressemblait à de l'irritation de voir leur confortable certitude remise en question. L'adjoint Fournier tenta de modérer la discussion qui suivit, mais il devint rapidement clair que la communauté était profondément divisée sur la manière de gérer la découverte. Les lignes de faille n'étaient pas seulement générationnelles, elles semblaient suivre des schémas d'histoire familiale et d'intérêt économique que Louise commençait seulement à comprendre. Le promoteur immobilier Éric Lambert fut l'un des opposants les plus virulents à une enquête plus approfondie. « Écoutez, je ne veux pas minimiser l'importance historique de ce que Madame Durand a trouvé, avait-il dit, mais nous devons penser aux implications pratiques. Si nous commençons à traiter chaque vieil os qui apparaît comme un site archéologique majeur, cela aura un impact sérieux sur les valeurs immobilières et les opportunités de développement dans la vallée. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose, avait dit Louise, se levant de son siège pour la première fois depuis le début de la réunion. Peut-être devrions-nous nous préoccuper davantage d'honorer les personnes qui sont mortes sur cette terre que de nos valeurs immobilières. Le commentaire lui valut à la fois des hochements de tête approbateurs et des regards hostiles. Louise sentit le poids de l'attention de la communauté alors qu'elle continuait, la docteure Moreau a dit que ces personnes ont été assassinées. Si c'est vrai, n'avons-nous pas l'obligation de découvrir ce qui s'est passé? Ne leur devons-nous pas au moins cela? Monique tenta rapidement de reprendre le contrôle de la discussion. Madame Durand, je comprends vos sentiments, mais nous devons faire attention à ne pas tirer de conclusions hâtives. Les preuves archéologiques sont encore en cours d'analyse, et il pourrait y avoir de nombreuses explications à ce qu'ils ont trouvé. Mais c'est pendant la pause café que Louise fit sa découverte la plus significative de la soirée. Alors que la plupart des gens se rassemblaient en petits groupes pour poursuivre leur discussion, Louise se retrouva seule près de la table d'exposition de la Société historique, regardant des photographies des premiers colons de la vallée. Parmi les visages familiers des familles fondatrices, elle remarqua un médaillon en argent sur une des vieilles photographies, porté par une femme identifiée seulement comme « Madame Duval », 1884. Le médaillon était distinctif, de forme ovale, avec un motif floral complexe gravé dans l'argent. Louise avait déjà vu ce bijou exact, bien qu'il lui ait fallu un moment pour se souvenir où. Puis cela la frappa. Lors de sa deuxième exploration de la grotte, elle avait trouvé le même médaillon niché sous un rebord près des restes, terni par le temps, mais indubitablement la même pièce. Louise fixa la photographie pendant plusieurs minutes, son esprit parcourant les implications à toute vitesse. Si le médaillon dans la grotte appartenait à Madame Duval de 1884, et si Madame Duval avait été une colonne plutôt qu'une autochtone, alors l'histoire était plus compliquée que quiconque ne l'avait suggéré.
Que faisait le bijou d'une colonne dans une grotte funéraire ancestrale? Lorsque la réunion reprit, Louise leva immédiatement la main. Monique, j'ai une question sur cette photographie. Elle désigna la table d'exposition. La femme identifiée comme Madame Duval. Avez-vous plus d'informations à son sujet? Le visage de Monique devint pâle en regardant la photographie que Louise indiquait. Eh bien, les archives de la société historique de cette période sont quelque peu incomplètes. De nombreuses familles ont perdu des documents dans des incendies, des inondations, ce genre de choses. Mais ce médaillon qu'elle porte, insista Louise. Il est assez distinctif. Savez-vous ce qui est arrivé à Madame Duval? Est-elle enterrée dans le cimetière du village? Madame Durand, interrompit Marcel Lefebvre, sa voix portant un avertissement. Je pense que vous vous emballez un peu. De vieilles photographies ne prouvent rien sur ce que vous avez trouvé dans cette grotte. Mais la docteure Moreau s'était penchée en avant avec intérêt. Madame Durand, êtes-vous en train de dire que vous avez déjà vu ce médaillon? J'en ai trouvé un exactement comme celui-ci dans la grotte, dit Louise, ignorant le souffle coupé de plusieurs personnes dans l'auditoire. Même motif, même taille. Si cette Madame Duval a disparu en 1884, et que son médaillon s'est retrouvé dans une grotte avec des autochtones assassinés, ne pensez-vous pas que cela soulève des questions importantes? La réunion se détériora rapidement après cette révélation. Monique tenta de maintenir l'ordre, mais des voix concurrentes emplirent la salle alors que les gens demandaient des explications, rejetaient les affirmations de Louise ou appelaient à une action immédiate. Éric Lambert accusa Louise de fabriquer des preuves pour créer une sensation médiatique qui nuirait à la communauté. Plusieurs familles sortirent, apparemment dégoûtées. Mais Louise avait aussi trouvé des alliés inattendus. Manon Roussel, une enseignante qui s'était installée dans la vallée 5 ans plus tôt, parla avec passion de la nécessité de faire face aux vérités historiques plutôt que de s'en cacher. David Reynaud, dont la famille tenait le seul restaurant du village, souligna que reconnaître l'histoire complète de la vallée, y compris ses chapitres les plus sombres, pourrait en fait attirer des touristes intéressés par l'histoire plutôt que de nuire aux affaires. Plus important encore, la docteure Moreau s'était approchée de Louise après la réunion avec un intérêt sincère pour la découverte du médaillon. Madame Durand, si vous êtes d'accord, j'aimerais examiner le médaillon que vous avez trouvé et le comparer à cette photographie. S'ils correspondent, cela pourrait fournir des preuves cruciales sur ce qui s'est passé dans cette grotte. Des preuves de quoi, exactement? Avait demandé Louise. Des preuves que la violence n'était pas seulement entre les colons et les communautés ancestrales, avait dit doucement la docteure Moreau. Des preuves que des colons auraient pu aussi être des victimes, ce qui suggérerait quelque chose de beaucoup plus complexe et troublant que de simples conflits frontaliers. En rentrant chez elle dans l'obscurité de la montagne, Louise réfléchit à la façon dont la soirée avait révélé les profondes fractures de sa communauté. Certaines personnes voulaient sincèrement comprendre ce qui s'était passé dans la grotte, tandis que d'autres semblaient désespérées d'empêcher cette compréhension d'émerger. Le schéma devenait clair, les familles ayant la plus longue histoire dans la vallée, celles dont les droits de propriété remontaient à la période territoriale, étaient les plus résistantes à l'enquête. Cela suggérait qu'elles avaient le plus à perdre si la vérité sur les années 1880 éclatait. La note anonyme l'attendait sur la table de sa cuisine quand elle rentra, glissée sous sa porte pendant qu'elle était à la réunion. Le message était bref et écrit en lettres capitales, certains secrets sont enterrés pour de bonnes raisons. Arrêtez de creuser ou vous en subirez les conséquences. Louise lut la note 2 fois, puis la plia calmement et la mit dans le dossier avec ses autres documents relatifs à la découverte de la grotte. Les menaces signifiaient qu'elle se rapprochait de quelque chose d'important. Pierre lui avait appris cela au cours de ses années de gestion de litiges contentieux sur les droits d'eau et de désaccords de bornage. Mais alors qu'elle se préparait à se coucher, Louise se surprit à vérifier les serrures de ses portes et fenêtres pour la première fois depuis des années. La note anonyme était plus qu'un avertissement. C'était une promesse, et elle commençait à comprendre que certaines personnes de sa communauté étaient prêtes à aller très loin pour garder le passé enterré. Louise prit sa décision en regardant le lever du soleil peindre la crête et de nuances d'or et de rose. Malgré la menace anonyme, malgré la pression de la communauté, malgré les appels téléphoniques de plus en plus inquiets de son fils Nicolas l'exhortant à laisser les autorités tout gérer, elle allait aller jusqu'au bout. Les gens dans cette grotte méritaient justice, et la vérité méritait d'être dite. La docteure Moreau avait confirmé que le médaillon trouvé dans la grotte était identique à celui porté par Madame Elisabeth Duval sur la photographie de 1884. Plus troublant encore,
l'analyse chimique du métal avait révélé des traces de sang qui avaient été préservées par les conditions sèches de la grotte. Quoi qu'il soit arrivé à Madame Duval, cela avait été violent, et c'était arrivé au même endroit où des autochtones avaient été tués. Cela change tout, avait dit la docteure Moreau à Louise lors d'une rencontre privée au MAS. Nous ne sommes pas face à un simple conflit entre colons et communautés ancestrales. Nous sommes face à quelque chose qui a impliqué de multiples victimes de différentes communautés. L'équipe archéologique avait également fait une autre découverte qui brossait un tableau encore plus sombre des événements de 1885. Cachés sous des couches de débris dans la section la plus profonde de la grotte, ils avaient trouvé des outils en fer forgé à la main, des couteaux, des hachettes et des instruments qui ne ressemblaient en rien aux armes traditionnelles des autochtones ou à l'équipement agricole typique des colons. Le métal avait été analysé et daté des années 1880, mais la fabrication était distinctive, suggérant qu'ils avaient été faits spécifiquement pour la violence plutôt que pour un usage quotidien. Ce ne sont pas des armes d'opportunité, avait expliqué la docteure Moreau. Quelqu'un a planifié cette violence, s'y est préparé avec des outils spécialement fabriqués. Ce n'était pas un conflit spontané ou même un raid qui a mal tourné. C'était un meurtre systématique. Louise avait passé la matinée à se promener sur sa propriété, essayant de digérer les implications des découvertes archéologiques. La grotte n'était pas seulement un site funéraire. C'était la preuve d'un massacre planifié qui avait visé à la fois des autochtones et au moins une colonne. La question qui la hantait était de savoir pourquoi Madame Duval avait été tuée aux côtés des autochtones, et qui était responsable de la violence. Nicolas était arrivé de Lyon cet après-midi-là, sa berline allemande semblant absurdement déplacée sur les routes du MAS. Louise savait d'après son ton lors de leurs récents appels téléphoniques qu'il venait pour la raisonner, comme il l'avait dit. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le document juridique qu'il avait apporté avec lui. « Maman, j'ai parlé à des avocats de cette situation », avait-il dit sans préambule, étalant des papiers sur la table de sa cuisine. Il existe des protections juridiques pour les personnes âgées qui pourraient être abusées lors de situations traumatisantes. Si cette affaire de grotte affecte ton jugement. Mon jugement va très bien, Nicolas, l'interrompit Louise. Ce qui affecte mon jugement, c'est que mon propre fils suggère que je suis incompétente parce que je veux découvrir la vérité sur un meurtre de masse. C'est exactement de ça que je parle, maman. Tu as 63 ans, tu vis seul dans un mas isolé, et tu es devenu obsédé par de vieux os qui peuvent ou non être liés à des événements historiques qui se sont produits avant ta naissance. Ce n'est pas sain. Louise regarda son fils brillant, pratique, citadin, qui avait hérité de l'esprit analytique de Pierre mais d'aucune de son intégrité obstinée, et ressentit une tristesse plus profonde que la déception. Nicolas, ces vieux os étaient des gens. Ils ont été assassinés. Et quelqu'un a couvert ce meurtre pendant plus d'un siècle. Si je ne poursuis pas cela, qui le fera? Les autorités, maman. Les professionnels qui sont formés pour gérer ces situations. Tu n'as pas besoin d'être personnellement impliqué dans chaque aspect de l'enquête. Mais Louise avait appris à ne pas faire confiance à l'engagement des autorités à découvrir la vérité. Les enquêteurs de l'État avaient été remarquablement absents depuis que l'équipe archéologique avait commencé à trouver des preuves de violence systématique. L'adjoint Fournier lui avait dit confidentiellement qu'il avait reçu l'ordre de renvoyer toutes les demandes concernant la grotte au bureau de l'État, et ces bureaux ne retournaient pas les appels des médias ou des représentants des communautés ancestrales essayant d'obtenir des informations sur l'avancement des enquêtes. La percée était venue d'une source inattendue. Manon Roussel, l'enseignante qui s'était exprimée lors de la réunion communautaire, avait approché Louise avec des informations qu'elle avait découvertes en faisant des recherches sur l'histoire locale pour un projet de classe. Manon avait essayé de vérifier des histoires sur les familles fondatrices de la vallée lorsqu'elle avait trouvé des divergences dans les registres fonciers territoriaux qui soulevaient des questions troublantes sur la manière dont certains des premiers colons avaient acquis leur propriété. Madame Durand, je pense savoir pourquoi certaines personnes sont si soucieuses de garder cette découverte silencieuse, avait dit Manon, étalant des documents photocopiés sur la table de la salle à manger de Louise. Regardez ces registres de transfert de terre de 1885 et 1886. Les documents montraient un schéma qui devenait troublant une fois que Louise comprit ce qu'elle regardait. À la fin de 1885, plusieurs familles autochtones avaient déposé des revendications pour des terres traditionnelles dans la partie et de la vallée, en utilisant les dispositions de la loi territoriale qui permettaient aux peuples indigènes de revendiquer le titre de propriété des terres qu'ils avaient occupées à des fins traditionnelles. Les revendications avaient été correctement déposées et semblaient légalement valides, mais au début de 1886, ces mêmes parcelles avaient été revendiquées par des colons blancs,
y compris l'arrière-grand-père de Louise, Jean Dubois. Les revendications autochtones avaient simplement disparu des registres, sans aucune indication sur la façon dont elles avaient été résolues ou pourquoi les demandeurs originaux avaient abandonné leurs droits légaux sur la terre. Cela suggère que les autochtones qui ont déposé ces revendications n'ont jamais eu la chance de les poursuivre, avait dit Manon. Ils sont morts avant que les revendications ne puissent être traitées, et les colons ont simplement pris la terre comme si les revendications précédentes n'avaient jamais existé. Louise fixa les documents, les pièces d'un horrible puzzle s'emboîtant. Vous dites que le massacre n'était pas une violence aléatoire. Vous dites que c'était un meurtre délibéré pour voler des terres. Je dis que quelqu'un avait un motif très pratique pour s'assurer que ces familles autochtones ne vivraient jamais pour poursuivre leurs revendications légales, avait dit Manon. Et si Madame Duval le savait ou s'y opposait, cela expliquerait pourquoi elle s'est retrouvée dans la grotte aussi. La révélation avait laissé Louise malade, avec plus qu'une simple indignation morale. Si la théorie de Manon était correcte, alors la propriété du mas par la famille de Louise était basée sur le vol et le meurtre. La terre qu'elle avait héritée, la terre qu'elle avait aimée et protégée pendant 63 ans, avait été achetée avec du sang. Ce soir-là, Louise avait appelé la docteure Moreau pour partager les recherches de Manon. L'archéologue avait écouté attentivement, posant des questions détaillées sur les registres fonciers et leurs implications. Madame Durand, cela fournit un contexte crucial pour ce que nous avons trouvé dans la grotte, avait dit la docteure Moreau. Si ces familles ont été tuées pour les empêcher de poursuivre des revendications foncières légales, alors nous sommes face à des crimes qui pourraient ne pas avoir de délai de prescription. Nous examinons également la possibilité que la propriété actuelle dans la vallée soit basée sur des revendications frauduleuses. Qu'est-ce que cela signifie pour des familles comme la mienne ? Avait demandé Louise. Cela signifie que la vérité sur ce qui s'est passé en 1885 pourrait avoir des conséquences juridiques qui s'étendent jusqu'à nos jours. Droit de propriété, réparation, revendication de souveraineté tribale. Il y a beaucoup en jeu ici, ce qui explique pourquoi certaines personnes sont si déterminées à garder cela enterré. Alors que Louise se préparait à se coucher cette nuit-là, elle pensa aux papiers juridiques de Nicolas et à ses menaces de la faire déclarer incompétente. Elle pensa à la note anonyme l'avertissant d'arrêter de creuser. Elle pensa aux enquêteurs de l'État qui avaient disparu dès que les preuves étaient devenues gênantes et aux dirigeants communautaires qui avaient essayé de rejeter sa découverte dès le début. Mais surtout, elle pensa à la poterie décorée dans la grotte, placée avec tant de soin à côté des os de personnes qui avaient été assassinées pour avoir voulu conserver leur terre ancestrale. Quelqu'un avait suffisamment aimé ces personnes pour les honorer d'une sépulture appropriée, même face à la violence et à la terreur. Le moins que Louise puisse faire était de les aimer suffisamment pour exiger justice, même si cette justice arrivait plus d'un siècle trop tard. La découverte du théodolite de l'arpenteur et des titres de propriété changea tout ce que Louise pensait savoir sur la place de sa famille dans l'histoire de la vallée. La docteure Moreau les avait trouvés dans une section scellée de la grotte, enveloppés dans du cuir huilé qui les avait protégés de l'humidité et de la décomposition pendant plus d'un siècle. Le théodolite était un instrument de précision utilisé pour arpenter les limites des terres, et les documents étaient des papiers territoriaux officiels portant le sceau du bureau foncier. Mais ce n'était pas n'importe quel registre foncier. C'étaient des faux, et ils fournissaient un plan détaillé de la manière dont le massacre avait été planifié et exécuté. « Madame Durand, vous devez voir ça », avait dit la docteure Moreau, sa voix tendue de colère contenue alors qu'elle étalait les documents sur la table de cuisine de Louise. Ces papiers montrent exactement comment le vol de terre a été organisé. Quelqu'un a arpenté les revendications autochtones à l'avance, créé de faux documents pour les annuler, puis éliminé les personnes qui pouvaient contester la fraude. Les notes de l'arpenteur étaient méthodiques et glaçantes. Elles décrivaient l'emplacement des campements autochtones, les schémas saisonniers d'utilisation des terres et la vulnérabilité juridique des familles qui essayaient de naviguer dans des procédures de revendication territoriale qu'elles ne comprenaient pas entièrement. Les documents identifiaient Madame Duval comme une employée territoriale qui avait découvert les dépôts frauduleux et menaçait de les signaler aux autorités. Elle n'a pas été tuée parce qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment, avait expliqué la docteure Moreau. Elle a été tuée parce qu'elle essayait d'arrêter la fraude foncière. Le massacre ne visait pas seulement à voler des terres, il visait à couvrir le crime. Louise avait étudié les notes de l'arpenteur, reconnaissant des points de repère et des limites encore visibles sur sa propriété aujourd'hui. La prairie où elle avait fait paître le bétail, le ruisseau qui fournissait l'eau au mas, la crête où elle avait trouvé la grotte, tout cela avait été systématiquement cartographié par quelqu'un qui planifiait un meurtre de masse. Les signatures sur les faux documents comprenaient plusieurs noms que Louise reconnaissait parmi les familles fondatrices du village.
Le nom de son arrière-grand-père y figurait, ainsi que celui du grand-père de Marcel Lefebvre et des ancêtres d'autres familles qui vivaient encore dans la vallée. La conspiration n'avait pas été l'œuvre de quelques individus. Elle avait impliqué la plupart des premiers colons de la région, travaillant ensemble pour voler des terres ancestrales par la violence et la fraude. La docteure Moreau faisait face à une pression croissante de l'université pour réduire l'enquête. Le doyen de son département avait appelé personnellement pour exprimer ses inquiétudes quant aux implications politiques de la recherche et pour suggérer que l'équipe surinterprétait peut-être les preuves qu'elle avait trouvées. Lorsque la docteure Moreau avait refusé de modifier ses conclusions, elle avait été informée que son contrat ne serait pas renouvelé à la fin de l'année universitaire. Ils essaient de l'enterrer, tout comme en 1885, avait-elle dit à Louise. La différence, c'est que maintenant nous avons des preuves, et nous avons des gens qui sont prêts à se battre pour la vérité. Louise avait trouvé un allié inattendu au sein du conseil tribal de la communauté Lacombe. Lorsqu'elle les avait finalement contactés directement, contournant les fonctionnaires de l'État qui avaient promis de s'occuper des notifications, elle avait découvert qu'ils essayaient d'obtenir des informations sur la découverte de la grotte depuis des semaines. Les enquêteurs de l'État leur avaient dit que le site était en cours d'examen et qu'aucune implication extérieure n'était nécessaire pour le moment. Le président Robert Lacombe était descendu de la communauté pour rencontrer Louise personnellement. C'était un homme de 70 ans, aux cheveux d'argent et aux mains qui parlait d'une vie de dur labeur, et il avait écouté le récit de la découverte de Louise avec le genre d'attention concentrée qui lui donnait l'impression d'être vraiment entendu pour la première fois depuis le début de cette affaire. « Madame Durand », avait-il dit après avoir examiné les photographies et les documents, mon arrière-grand-mère racontait des histoires de familles qui ont disparu de cette vallée dans les années 1880. Elle disait qu'elles étaient allées faire valoir des revendications foncières que le gouvernement territorial avait promis d'honorer, et qu'on ne les a jamais revues. Nous avons toujours supposé qu'elles avaient été déplacées vers d'autres communautés, mais les archives gouvernementales étaient incomplètes. Pensez-vous qu'il pourrait s'agir des mêmes familles? Je pense que c'est très probable. Les styles de poterie correspondent à nos conceptions traditionnelles de cette période, et les pratiques funéraires sont conformes à nos coutumes. Si ce sont nos gens, alors nous avons le droit de savoir comment ils sont morts et de veiller à ce qu'ils reçoivent une sépulture appropriée selon nos traditions. Le président Lacombe avait également apporté des informations qui comblaient des lacunes cruciales dans la compréhension de Louise de la période territoriale. Le gouvernement avait en effet adopté des lois autorisant les communautés ancestrales à revendiquer des terres traditionnelles, mais ces lois avaient été largement combattues par les colons blancs qui les considéraient comme des obstacles au développement territorial. Il y avait eu des cas documentés de violences contre les autochtones qui tentaient de déposer de telles revendications, bien que la plupart des preuves aient été supprimées ou détruites. La vérité sur cette période a été cachée pendant longtemps, avait dit le président Lacombe. Mais cacher la vérité ne la fait pas disparaître. Cela rend simplement le règlement de compte final plus douloureux. La relation de Louise avec son fils Nicolas avait continué de se détériorer à mesure que les implications de la découverte devenaient claires. Il avait engagé un avocat pour contester sa compétence mentale, arguant que son obsession pour la grotte était la preuve d'une capacité diminuée qui la rendait vulnérable à la manipulation par des parties extérieures. Les papiers juridiques avaient été signifiés pendant la visite du président Lacombe, ajoutant l'embarras au sentiment croissant d'isolement de Louise vis-à-vis de sa propre famille. « Maman, tu es en train de détruire la réputation de notre famille pour quelque chose qui s'est passé avant ta naissance, avait dit Nicolas lors de leur dernière conversation téléphonique. Même si tout ce que tu penses est vrai, à quoi bon l'exposer maintenant? Les responsables sont morts. Les victimes sont mortes. Tout ce que tu fais, c'est blesser des innocents qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Nicolas, notre famille vit sur des terres qui ont été volées par le meurtre, avait répondu Louise. Comment est-ce quelque chose que nous devrions simplement ignorer? Parce que faire un grand spectacle public de tout ça ne ramènera personne à la vie, et ça pourrait nous coûter tout ce pourquoi nous avons travaillé. Veux-tu perdre le masque pour ça? Louise avait raccroché sans répondre, mais la question de Nicolas l'avait hantée pour le reste de la journée. Était-elle prête à tout perdre? Sa terre, sa sécurité financière, sa relation avec ses enfants, au nom de la justice historique? La poursuite de la vérité valait-elle le coût personnel qu'elle exigeait? La réponse lui était venue ce soir-là, alors qu'elle était assise sur son porche, regardant le soleil se coucher derrière les sommets de l'ouest. La terre qui s'étendait devant elle était belle, productive et paisible. Mais elle était aussi construite sur une fondation de violence et de mensonges. Vivre avec cette connaissance sans rien faire pour y remédier serait une autre forme de violence. Une violence contre la vérité,
contre la justice et contre la mémoire des personnes qui étaient mortes pour le simple crime de vouloir conserver leur foyer ancestral. Louise avait passé 63 ans à croire qu'elle était la gardienne d'un héritage familial bâti sur un travail honnête et la détermination. Maintenant, elle comprenait qu'elle était en fait l'héritière d'une scène de crime, et elle avait un choix à faire quant à ce qu'elle ferait de cet héritage. Elle pouvait protéger les mensonges confortables qui avaient façonné sa compréhension de sa place dans le monde, ou elle pouvait affronter la vérité inconfortable et essayer de faire les réparations qui étaient encore possibles. La décision, quand elle vint, ressembla moins à un choix qu'à la reconnaissance de quelque chose qui avait déjà été décidé au moment où elle avait vu pour la première fois ces symboles gravés dans la grotte. Certaines vérités étaient trop importantes pour être enterrées, peu importe ce qu'il en coûtait de les déterrer. La chambre cachée se révéla par accident, découverte lorsque la docteure Moreau remarqua que son équipement de mesure donnait des lectures incohérentes près du mur du fond de la grotte. Ce qui avait semblé être de la roche solide était en fait un faux mur soigneusement construit avec des pierres qui correspondaient à la formation naturelle de la grotte, mais qui était maintenu en place par un mortier d'argile plutôt que par des processus géologiques. Louise était avec la docteure Moreau lorsqu'elles retirèrent les pierres, travaillant avec soin pour préserver ce qui pourrait être caché derrière. L'espace au-delà était petit, à peine assez grand pour qu'une personne puisse s'y accroupir, mais il avait été scellé si efficacement que l'air à l'intérieur était sec et immobile, comme si on ouvrait une capsule temporelle. Ce qu'elles trouvèrent à l'intérieur changea tout ce que Louise pensait savoir sur le massacre et le rôle de sa famille. Les documents préservés étaient enveloppés dans plusieurs couches de tissu huilé et de cuir, protégés si soigneusement que l'encre était encore clairement lisible après plus d'un siècle. Il y avait des lettres, des coupures de journaux, des papiers juridiques et, le plus choquant de tout, un récit détaillé à la première personne du massacre, écrit par quelqu'un qui avait été témoin de tout l'événement. Le témoin était Élisabeth Duval, la colonne dont Louise avait trouvé le médaillon parmi les restes. Mais Élisabeth n'était pas morte dans la grotte. Elle s'était échappée, s'était cachée et avait passé des mois à documenter tout ce qu'elle avait vu avant de sceller son témoignage dans la chambre et de disparaître des archives historiques. Je m'appelle Élisabeth Duval, commençait le récit, et j'écris ceci en l'an de grâce 1886, sachant que je ne vivrai peut-être pas pour voir justice rendue, mais espérant qu'un jour ces mots serviront de témoignage au mal qui a été commis dans la vallée du Merle Noir le 15 septembre 1885. Louise lut le récit à voix haute à la docteure Moreau, sa voix tremblante alors que toute l'horreur de ce qui s'était passé devenait claire. Le témoignage d'Élisabeth était méthodique et détaillé, écrit par quelqu'un qui comprenait qu'elle créait un document juridique qui pourrait un jour être utilisé au tribunal. Le massacre avait été planifié des semaines à l'avance par un groupe de colons territoriaux dirigé par l'arrière-grand-père de Louise, Jean Dubois. Ils avaient découvert que plusieurs familles autochtones se préparaient à déposer des revendications foncières pour des territoires traditionnels dans la vallée, des revendications qui auraient été légalement valides en vertu de la loi territoriale. Plutôt que d'accepter la légitimité de ces revendications, les colons avaient décidé d'éliminer les demandeurs. Ils se sont réunis en secret pendant 3 semaines, continuait le récit d'Élisabeth, discutant de la manière de résoudre le problème indien sans attirer l'attention des autorités territoriales. Jean Dubois était le chef, mais il avait le soutien de Lefebvre, Lambert, Bernard et d'une douzaine d'autres hommes dont je vais consigner les noms ici, afin que leurs descendants puissent savoir ce que leurs ancêtres ont fait au nom du progrès et de la prospérité. Élisabeth avait été présente aux réunions de planification car elle travaillait comme employée au bureau foncier territorial et était impliquée sentimentalement avec l'un des conspirateurs. Elle avait d'abord cru qu'il discutait de contestation légale des revendications autochtones, ne réalisant que trop tard qu'il planifiait un meurtre de masse. J'ai découvert leurs véritables intentions 3 jours avant l'attaque, écrivit-elle. J'ai essayé d'avertir les familles du ruisseau du Merle Noir, mais mon français était pauvre et leur compréhension limitée. J'ai réussi à communiquer le danger à certains, mais pas à tous. Lorsque j'ai menacé de dénoncer la conspiration aux autorités, Jean Dubois a décidé que j'étais un risque trop grand pour me laisser en vie. L'attaque avait eu lieu à l'aube, alors que les familles autochtones étaient rassemblées à la grotte pour une cérémonie marquant la saison d'automne. Les colons avaient encerclé le site et tué systématiquement toutes les personnes présentes, hommes, femmes, enfants et aînés venus participer aux observances traditionnelles. Élisabeth s'était cachée dans les rochers au-dessus de la grotte et avait assisté à tout le massacre. Ils ont utilisé des outils fabriqués spécialement pour tuer, continuait son récit. Des couteaux et des hachettes forgées par le forgeron Lefebvre pour ne laisser aucune trace de leur identité. Ils ont tué sans pitié ni hésitation, ne montrant pas plus d'émotion que des hommes abattant du bétail. Quand ce fut terminé, ils arrangèrent les corps pour faire croire que les morts faisaient partie d'un rituel indien,
pensant que les autorités territoriales n'enquêteraient pas de trop près si elle croyait que la violence avait été interne à la tribu. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Le récit d'Elizabeth décrivait comment les conspirateurs s'étaient ensuite retournés les uns contre les autres, assassinant plusieurs de leurs propres membres qui avaient montré de la réticence à participer ou qui étaient considérés comme des risques pour la sécurité. L'histoire officielle qui avait été transmise de génération en génération, selon laquelle Elizabeth Duval avait été tuée par des Indiens hostiles, était un mensonge créé pour couvrir son meurtre par les mêmes colons qui prétendaient être ses protecteurs. J'ai caché ce témoignage dans la grotte sacrée où tant d'innocents sont morts, concluait le récit d'Elizabeth, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un avec du courage et de la conscience découvrira la vérité et s'assurera que justice soit enfin rendue. Les hommes responsables ont pris la terre par le meurtre et bâtissent leur fortune sur le sang. Ils se disent pionniers et fondateurs, mais ils ne sont rien de plus que des voleurs et des tueurs qui ont échappé au châtiment par la conspiration et le silence. Louise avait fini de lire le récit dans un silence complet, le poids des mots d'Elizabeth s'abattant sur elle comme un fardeau physique. Son arrière-grand-père n'avait pas seulement été présent pendant le massacre, il en avait été le chef, l'architecte d'un plan qui avait entraîné la mort d'au moins 23 personnes, y compris des enfants et des aînés qui ne menaçaient personne. La docteure Moreau avait examiné les autres documents de la chambre cachée, trouvant des preuves supplémentaires qui corroboraient le récit d'Elizabeth. Il y avait des copies des revendications foncières autochtones originales, prouvant que les familles avaient poursuivi des recours légaux par les voies appropriées. Il y avait des fragments de correspondance entre les conspirateurs, discutant de la manière de se débarrasser des preuves et de coordonner leurs alibis. Le plus accablant de tout, il y avait des photographies qu'Elizabeth avait réussi à obtenir, montrant certains des conspirateurs posant avec les armes spécialisées qu'ils avaient utilisées dans le massacre. « Madame Durand, » avait dit doucement la docteure Moreau, « je sais que c'est difficile, mais ces preuves changent tout. Nous n'avons plus affaire à une simple atrocité historique. Nous avons la preuve documentée d'un meurtre avec préméditation et d'une conspiration, avec l'identification claire des personnes responsables. Ce sont des preuves qui pourraient être utilisées dans des procédures judiciaires. » Louise fixa la photographie de son arrière-grand-père, un jeune homme dans la vingtaine, debout avec un groupe d'autres colons, tous tenant les armes forgées à la main qui avaient servi à tuer des familles innocentes. Jean Dubois avait l'air fier et confiant sur l'image, comme un homme qui croyait construire quelque chose d'important plutôt que de détruire quelque chose de sacré. Quel genre de procédure judiciaire ? Avait demandé Louise. Des enquêtes, des demandes de réparation, des contestations de la propriété basées sur des revendications foncières frauduleuses. Madame Durand, si ces preuves deviennent publiques, elles pourraient affecter le statut juridique de chaque parcelle de terrain de la vallée qui a été revendiquée après 1885. Les implications étaient stupéfiantes. Le mas de Louise, la propriété de Marcel Lefebvre, les biens immobiliers de la famille Lambert, même les terres où la ville elle-même était construite, tout cela pourrait potentiellement faire l'objet de contestations judiciaires s'il pouvait être prouvé que les revendications originales étaient basées sur le meurtre et la fraude. Mais plus que les implications juridiques, Louise luttait avec la trahison personnelle d'apprendre que tout l'héritage de sa famille était construit sur un mensonge. Elle avait passé sa vie à croire que les Dubois-Durand étaient de bonnes personnes qui avaient travaillé dur et traité les autres équitablement. La découverte que son arrière-grand-père avait été un meurtrier et que chaque génération suivante avait participé à la dissimulation de ses crimes ressemblait à une atteinte fondamentale à son sens de l'identité. Cette nuit-là, Louise s'était assise dans sa cuisine avec le témoignage d'Elizabeth Duval étalé sur la table, essayant de digérer l'ampleur de ce qu'elle avait appris. La femme dont elle avait trouvé le médaillon dans la grotte n'avait pas été victime de violences aléatoires ni même une victime des conflits frontaliers. Elle avait été assassinée pour avoir tenté d'empêcher un massacre, tuée par les personnes mêmes qui auraient dû la protéger. Et la propre famille de Louise avait été au centre de tout cela, profitant de l'argent du sang pendant plus d'un siècle, tout en maintenant la fiction qu'ils étaient des pionniers respectables qui avaient bâti leur succès par un travail honnête. La question maintenant était de savoir ce que Louise allait faire du témoignage d'Elizabeth Duval. Elle pouvait le recéler dans la chambre cachée et prétendre ne l'avoir jamais trouvé, protégeant la réputation de sa famille et sa propre sécurité financière. Ou elle pouvait honorer le courage d'Elizabeth en s'assurant que son témoignage reçoive enfin l'attention qu'elle avait espérée lorsqu'elle avait risqué sa vie pour documenter la vérité. En regardant la Crétaie, où la grotte gardait ses secrets, Louise pensa à Elizabeth Duval se cachant dans les rochers, regardant des personnes en qui elle avait confiance commettre des actes de violence indescriptibles. Elizabeth avait trouvé la force de témoigner, même lorsque cela mettait sa propre vie en danger.
Le moins que Louise puisse faire était de trouver la force de partager ce témoignage avec le monde, même si cela détruisait tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa place dans celui-ci. Le calumet de cérémonie était apparu dans les rêves de Louise avant même qu'elle ne le voie de ses yeux éveillés. 3 nuits de suite, elle rêva de pierres rouges sculptées de motifs argentés, de mains passant l'objet sacré de génération en génération, de fumée s'élevant vers des plafonds de grottes peints de symboles qu'elle commençait seulement à comprendre. Lorsque la docteure Moreau émergea de la section la plus profonde de la grotte ce jeudi matin, portant quelque chose enveloppé dans un tissu de cérémonie détérioré mais toujours reconnaissable, Louise ressentit l'étrange sensation d'une prophétie accomplie. « Madame Durand, vous devez voir ça », appela la docteure Moreau, sa voix empreinte d'une révérence qui allait au-delà de l'excitation professionnelle. Cela change tout ce que nous pensions savoir sur la signification spirituelle de ce site. Le calumet était d'une beauté exquise, au-delà de tout ce que Louise avait imaginé. Sculpté dans une pierre rouge qui semblait luire à la lumière du matin, il portait des incrustations d'argent qui formaient des motifs correspondant exactement aux symboles des murs de la grotte. Le savoir-faire parlait d'innombrables heures de travail dévouées, d'une signification spirituelle qui élevait l'objet bien au-delà d'un simple artefact. Ce n'était pas seulement un outil pour la cérémonie, c'était une connexion sacrée entre les mondes physiques et spirituels, quelque chose qui n'aurait été utilisé que lors des observances religieuses les plus importantes. Le tissu dans lequel il est enveloppé date des années 1880, expliqua la docteure Moreau, ses mains tremblant légèrement en tenant le calumet. Mais le calumet lui-même est beaucoup plus ancien, probablement transmis sur plusieurs générations avant de se retrouver dans cette grotte. Madame Durand, cela nous dit que les personnes qui sont mortes ici ne défendaient pas seulement des revendications de propriété. Elles protégeaient quelque chose de sacré, quelque chose qui les reliait à leurs ancêtres et à leurs traditions spirituelles. Louise tendit la main pour toucher les incrustations d'argent, sentant le poids de l'histoire dans le métal froid. Chaque motif racontait une histoire, représentait une connexion à la terre plus profonde que les documents juridiques ou les revendications territoriales. Les familles autochtones qui étaient mortes dans cette grotte ne s'étaient pas seulement battues pour le droit de vivre sur leur territoire ancestral. Elles avaient défendu leur droit de maintenir des connexions spirituelles fondamentales à leur identité. Cet après-midi-là, Louise avait appelé le président Lacombe pour décrire la découverte du calumet. Le silence à l'autre bout du fil s'était prolongé si longtemps qu'elle avait commencé à craindre que la connexion ait été perdue. Quand il parla enfin, sa voix portait une émotion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, pas seulement de la tristesse, mais quelque chose qui approchait de l'admiration. « Madame Durand, avait-il dit, d'après votre description, cela ressemble au calumet de la cérémonie d'automne qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-mère, Marie Étoile du Matin. Les histoires familiales disent qu'il a été perdu lorsque les familles d'automne ont disparu dans les années 1880. Si c'est le même calumet, alors nous savons avec certitude qui étaient ces personnes et pourquoi elles étaient à la grotte. Les familles d'automne, cette famille apparentée qui avait quitté la communauté en septembre 1885 pour mener les cérémonies traditionnelles d'automne sur des sites sacrés de leur territoire ancestral. Elles avaient la permission du conseil tribal et croyaient avoir l'assurance des autorités territoriales qu'elles ne seraient pas dérangées. Aucune d'entre elles n'est jamais revenue. Louise sentit les pièces du puzzle historique s'emboîter avec une clarté dévastatrice. Le massacre n'avait pas été une flambée spontanée de violence frontalière, ni même une réponse calculée à des litiges fonciers. C'était le meurtre systématique de familles engagées dans une observance religieuse pacifique, des personnes qui suivaient à la fois la tradition tribale et la loi territoriale lorsqu'elles furent tuées. Le poids de cette révélation s'abattit sur Louise alors qu'elle passait la soirée à se préparer pour ce qu'elle savait être la conversation la plus difficile de sa vie. Elle avait décidé de tenir une conférence de presse pour rendre public le témoignage d'Élisabeth Duval et toutes les preuves qu'ils avaient découvertes. La décision dévasterait la réputation de sa famille, lui coûterait probablement le mas, et mettrait certainement fin à sa relation avec Nicolas. Mais l'alternative, laisser la vérité rester enterrée pendant que les descendants des auteurs continuaient de bénéficier des crimes de leurs ancêtres, était devenue impensable. La planification de la conférence de presse révéla combien de personnes avaient intérêt à garder la vérité historique enfouie. La docteure Moreau avait été contactée par des administrateurs de l'université qui avaient exprimé des inquiétudes quant aux implications politiques de ces recherches et suggéré que les preuves étaient peut-être surinterprétées. La suggestion qu'elle modère ses conclusions ou retarde la publication de ses résultats avait été présentée comme de la prudence académique, mais la docteure Moreau y reconnut une pression pour participer au même type de dissimulation qui avait caché la vérité pendant plus d'un siècle. Madame Durand, ils essaient de nous faire ce qui a été fait à Élisabeth Duval, avait dit la docteure Moreau lors d'une de leurs séances de planification du soir.
Ils essaient de faire taire les gens qui veulent dire la vérité sur ce qui s'est passé. La différence, c'est que cette fois, nous avons des preuves qu'ils ne peuvent pas détruire et des alliés qu'ils ne peuvent pas intimider. Le président Lacombe avait apporté un soutien crucial lorsqu'il était arrivé avec une délégation du conseil tribal. Leur présence conférait à la fois dignité et poids juridique à la décision de Louise de rendre l'affaire publique. Le gouvernement tribal avait voté à l'unanimité pour soutenir la révélation des preuves, malgré les avertissements de leurs propres avocats sur les complications potentielles si des litiges de propriété découlaient des révélations historiques. Madame Durand, notre peuple attend depuis plus d'un siècle la vérité sur ce qui est arrivé aux familles d'Autonne, avait dit le président Lacombe. Nous n'allons pas laisser des préoccupations sur les valeurs immobilières ou les complications politiques empêcher que cette vérité soit enfin dite. Mais tout le monde ne soutenait pas le plan de Louise. Nicolas était revenu de Lyon avec une équipe d'avocats, cette fois incluant des spécialistes du droit des aînés, prêts à contester la compétence mentale de Louise si elle refusait d'abandonner ce qu'il qualifiait des « obsessions destructrices pour les événements historiques ». Les documents juridiques qu'ils avaient apportés dépeignaient Louise comme une femme âgée et isolée, devenue émotionnellement instable suite au décès de son mari et maintenant manipulée par des partis extérieurs ayant des agendas politiques. « Maman, tu es sur le point de détruire tout ce que notre famille a construit sur 4 générations », avait dit Nicolas lors de leur dernière confrontation avant la conférence de presse. Même si chaque mot du témoignage de cette femme est vrai, tu ne dois rien à ces gens. Tu n'étais pas en vie quand c'est arrivé. Tu n'as participé à aucun crime. Tu n'as pas à sacrifier ta vie pour expier quelque chose que ton arrière-grand-père a fait. Louise regarda son fils, voyant la détermination de Pierre sur son visage, mais rien de l'engagement de Pierre pour la vérité plutôt que le confort personnel. Nicolas, j'ai vécu sur cette terre toute ma vie. J'ai élevé du bétail dans des prairies où des enfants ont été assassinés. J'ai puisé de l'eau dans des ruisseaux qui ont coulé rouge de sang innocent. Chaque jour de ma vie a été construit sur les fondations de ce qui s'est passé dans cette grotte. Comment peux-tu dire que je n'ai pas bénéficié de ces crimes? Les menaces contre Louise s'étaient intensifiées à l'approche de la conférence de presse, passant de notes anonymes à des dommages matériels clairement destinés à l'intimidation. Ses clôtures avaient été coupées, son approvisionnement en eau contaminée, et quelqu'un avait laissé des animaux éventrés sur son porche avec des notes l'avertissant qu'elle pourrait subir le même sort si elle continuait son ingérence dans les affaires de famille. L'adjoint Fournier était passé pour l'avertir que certains membres de la communauté s'organisaient pour empêcher la conférence de presse d'avoir lieu. « Madame Durand, j'ai entendu parler de plans pour perturber votre événement », avait-il dit. Ces gens voient ce que vous faites comme une attaque contre leur famille et leur mode de vie. Je ne peux pas fournir de protection officielle pour une conférence de presse sur une propriété privée, mais je veux que vous sachiez que certaines personnes prennent cela très personnellement. Louise avait apprécié l'avertissement de Mathieu, mais cela n'avait fait que renforcer sa détermination à continuer. Le fait que certaines personnes soient prêtes à utiliser la violence pour empêcher que la vérité soit dite prouvait que la vérité devait être dite. La peur et l'intimidation avaient été utilisées pour faire taire Élisabeth Duval en 1885, et Louise refusait de laisser la même tactique réussir à la faire taire plus d'un siècle plus tard. Marcel Lefebvre avait fait une dernière tentative pour dissuader Louise de rendre les preuves publiques, arrivant à son mas la veille de la conférence de presse avec une bouteille de gnôle et un plaidoyer qui touchait à leur décennie d'amitié. « Louise, je connais ta famille depuis avant ta naissance », avait-il dit, son visage buriné lourd d'inquiétude. « Ton père était le meilleur ami que j'ai jamais eu, et je t'ai vu devenir une femme dont il aurait été fier. C'est pourquoi je te demande de reconsidérer cette ligne de conduite avant qu'elle ne détruise tout ce qui t'est cher. » Marcel, le nom de ton grand-père est dans le témoignage d'Élisabeth Duval, avait répondu Louise. Il faisait partie de la conspiration qui a planifié le massacre. Le savais-tu depuis tout ce temps? Marcel resta silencieux pendant un long moment, regardant vers la crête et où la grotte gardait ses secrets. Quand il parla enfin, sa voix portait le poids d'un fardeau qu'il portait depuis des décennies. Mon grand-père a dit la vérité à mon père avant de mourir. Et mon père me l'a dit, avait-il dit. Pas tous les détails, mais assez pour savoir que l'histoire officielle sur la colonisation de cette vallée n'était pas complète. Il y a eu des conflits, des gens sont morts, et nos familles ont construit leur vie sur des terres qui n'auraient peut-être pas dû être les nôtres. Et tu as juste vécu avec cette connaissance? Louise, quel choix avions-nous? Les morts étaient déjà morts. Les tueurs étaient déjà morts. Exposer ce qui s'est passé ne ramènerait personne, mais cela détruirait la vie de tous ceux qui ont construit quelque chose ici depuis. Parfois, le coût de la vérité est plus élevé que le coût du silence.
Louise comprenait le raisonnement de Marcel, mais elle ne pouvait l'accepter. Le coût du silence, réalisait-elle, se mesurait en plus que le simple confort et la sécurité financière. Il se mesurait au poids spirituel de vivre sur une terre volée par le meurtre, à la corruption morale de bâtir la prospérité sur une fondation de mensonges, à l'injustice continue envers les familles qui n'avaient jamais appris ce qui était arrivé à leurs ancêtres disparus. Cette nuit-là, Louise se rendit à l'entrée de la grotte une dernière fois avant la conférence de presse, portant le calumet de cérémonie qui serait rendu à la communauté tribale le lendemain. La lune était pleine, projetant une lumière argentée sur la crête et illuminant les symboles gravés dans la pierre par des gens qui avaient voulu que leurs histoires survivent même quand ils ne le pouvaient pas. Elle s'assit dans la grotte pendant plus d'une heure, tenant le calumet sacré et pensant à Marie Étoile du Matin et aux autres membres des familles d'Automne qui étaient venus en ce lieu pour une communion spirituelle avec leurs ancêtres. Ils avaient suivi les protocoles appropriés, obtenu les autorisations nécessaires, et s'étaient conduits selon la tradition tribale et la loi territoriale. Leur récompense avait été le meurtre systématique par des voisins qui voyaient leurs pratiques spirituelles comme des obstacles à l'acquisition de terres. Demain, Louise honorerait le courage d'Élisabeth Duval en partageant son témoignage avec le monde. Elle rendrait le calumet sacré au président Lacombe et à la communauté tribale, reconnaissant leur droit de réclamer à la fois les restes de leurs ancêtres et les objets sacrés qui leur appartenaient. Elle exigerait que les victimes du massacre reçoivent enfin la justice qui leur avait été refusée pendant plus d'un siècle, même si cette justice venait au prix de tout ce qu'elle avait cru apprécier. La décision ressemblait moins à un choix qu'à la reconnaissance de quelque chose qui avait été décidé au moment où elle avait vu pour la première fois ces symboles gravés dans la grotte. Certaines vérités étaient trop importantes pour être enterrées. Certains silences avaient duré trop longtemps, et certaines dettes ne pouvaient être payées qu'avec le courage d'affronter les réalités inconfortables du passé. Les médias étaient arrivés avant l'aube. Leurs camions satellites et leurs caméras transformaient le mas tranquille de Louise en quelque chose ressemblant à un campement militaire. Des représentants de 3 chaînes de télévision, de 2 journaux nationaux et d'une demi-douzaine de médias régionaux avaient répondu au communiqué de presse soigneusement rédigé que la Dr Moreau avait distribué. Une découverte archéologique significative révèle des événements historiques jusqu'alors inconnus dans une vallée des Cévennes. Louise observa l'installation depuis la fenêtre de sa cuisine, buvant du café et essayant de calmer l'énergie nerveuse qui menaçait de submerger sa résolution. Dans 3 heures, elle se tiendrait devant ses caméras et détruirait tout ce que sa famille avait construit sur 4 générations. Les documents du traité original que la Dr Moreau avait trouvé dans la chambre cachée étaient étalés sur la table de sa cuisine, des papiers juridiques qui prouvaient que les revendications foncières déposées par les familles assassinées étaient légitimes en vertu de la loi territoriale. Le président Lacombe était arrivé avec une délégation du conseil tribal, leur présence conférant dignité et gravité à ce qui aurait pu être rejeté comme l'obsession d'une femme âgée pour de vieux os. Les représentants tribaux avaient apporté des vêtements traditionnels pour la cérémonie qui accompagnerait le retour du calumet sacré, et Louise pouvait les voir se préparer près de l'entrée de la grotte, leurs mouvements délibérés et respectueux. La Dr Moreau avait passé la matinée à se coordonner avec les autorités qui avaient finalement accepté d'assister à la conférence de presse. Bien que Louise soupçonne que leur présence visait plus à contrôler les dégâts qu'à un véritable intérêt pour la justice, le procureur adjoint Leroy était revenu avec une équipe plus nombreuse, leur expression suggérant qu'ils étaient préparés à une crise plutôt qu'à une révélation historique. Mais c'était la foule croissante de résidents locaux qui inquiétait le plus Louise. À 10 heures, plus d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées le long de la crête, certaines portant des pancartes soutenant la décision de Louise de révéler la vérité, d'autres clairement là pour exprimer leur opposition. Elle pouvait voir Marcel Lefebvre debout avec un groupe d'hommes plus âgés dont les familles étaient dans la vallée depuis la période territoriale, leurs visages sombres de détermination. Nicolas était arrivé avec son équipe juridique juste au moment où la conférence de presse devait commencer, faisant une dernière tentative pour arrêter ce qu'il voyait comme la descente de sa mère dans la folie. Les papiers de compétence suivaient toujours leur cours au tribunal, mais il avait obtenu une ordonnance de restriction temporaire qui pourrait potentiellement arrêter les débats s'il pouvait convaincre un juge que Louise agissait sous contrainte psychologique. « Maman, il n'est pas trop tard pour arrêter ça », plaida-t-il alors qu'il se tenait près de l'entrée de la grotte, les journalistes et les caméras à quelques mètres seulement. « Tu peux dire que tu as besoin de plus de temps pour vérifier les preuves, ou que tu veux travailler avec les autorités pour gérer cela correctement. Tu n'es pas obligé de tout détruire aujourd'hui. » Louise regarda son fils, voyant la détermination de Pierre sur son visage, mais rien de l'engagement de Pierre pour la vérité plutôt que le confort. « Nicolas, j'ai passé 3 mois à vérifier ces preuves. Élisabeth Duval a attendu plus d'1 siècle que quelqu'un partage son témoignage. Combien de temps de plus penses-tu qu'ils ont besoin ?
Avant que Nicolas ne puisse répondre, le président Lacombe s'était approché avec le calumet de cérémonie, sa surface en pierre rouge brillant au soleil du matin. Louise pouvait voir les incrustations d'argent complexes qui correspondaient aux symboles gravés dans les murs de la grotte, des motifs qui reliaient cet objet sacré aux personnes qui étaient mortes en le protégeant. « Madame Durand, » avait dit le président Lacombe, « mes ancêtres regardent ce qui se passe ici aujourd'hui. Ils ont attendu assez longtemps pour la justice. » La docteure Moreau avait appelé à l'attention de la foule rassemblée, sa voix portant clairement dans l'air de la montagne. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Ce que nous sommes sur le point de partager avec vous représente l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire de cette région, avec des implications qui s'étendent bien au-delà de l'intérêt académique. » Louise avait pris sa place à un pupitre qui avait été installé près de l'entrée de la grotte, les dossiers contenant le témoignage d'Élisabeth Duval et les preuves à l'appui disposées devant elle. Elle pouvait voir les caméras de télévision se concentrer sur son visage, sentir le poids de l'attention de dizaines de journalistes et de centaines de membres de la communauté. « Je m'appelle Louise Durand », avait-elle commencé, sa voix stable malgré l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Il y a 3 mois, j'ai découvert une grotte sur ma propriété que je pensais pouvoir avoir une importance historique. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a forcé à affronter des vérités difficiles sur ma famille et ma communauté. » Un murmure parcourut la foule alors que Louise commençait à décrire la découverte des restes humains, de la poterie et des symboles qui l'avaient d'abord attirée dans les profondeurs de la grotte. Elle pouvait voir Marcel Lefebvre secouer la tête tristement, comme s'il regardait une vieille amie commettre une terrible erreur. Mais la découverte la plus significative a été faite par la docteure Valérie Moreau et son équipe archéologique, continua Louise en faisant un geste vers l'archéologue. « Docteur Moreau, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer ce que nous avons trouvé dans la chambre cachée ?» La docteure Moreau s'avança, son attitude professionnelle commandant l'attention même de ceux qui ne voulaient clairement pas entendre ce qu'elle avait à dire. Dans une section scellée de la grotte, nous avons découvert des documents qui ont été préservés pendant plus de 130 ans. Ces documents comprennent un récit à la première personne d'un massacre qui a eu lieu à cet endroit en septembre 1885. La réaction de la foule fut immédiate et intense. Les partisans s'avancèrent pour mieux entendre, tandis que les opposants commençaient à crier des questions et des contestations. Nicolas s'était rapproché du podium, le visage pâle en réalisant qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter ce que sa mère avait mis en marche. Louise leva la main pour demander le silence, sachant que la partie la plus difficile de la révélation était encore à venir. Le témoin de ce massacre était Élisabeth Duval, une employée territoriale qui a été assassinée pour avoir tenté de l'empêcher, dit Louise, sa voix portant à travers la foule soudainement silencieuse. Son témoignage, que je vais vous lire maintenant, décrit comment un groupe de colons a planifié et exécuté le meurtre systématique de familles autochtones pour voler leurs terres. Louise ouvrit le dossier contenant le témoignage soigneusement préservé d'Élisabeth, les pages encore lisibles après plus d'1 siècle dans la chambre scellée. Alors qu'elle commençait à lire le récit d'Élisabeth sur les réunions de conspiration, les séances de planification et les préparatifs détaillés pour le meurtre de masse, elle pouvait sentir le poids de l'histoire s'abattre sur toutes les personnes présentes. L'attaque a eu lieu à l'aube du 15 septembre 1885, continua Louise, lisant directement le témoignage d'Élisabeth. Les victimes étaient des familles qui étaient venues à cette grotte sacrée pour une cérémonie d'automne. Elles ont été tuées avec des armes spécialement forgées, conçues pour ne laisser aucune trace de l'identité de leurs agresseurs. Une femme dans la foule poussa un cri audible lorsque Louise lut la liste des noms des conspirateurs qu'Élisabeth avait enregistrés. Le visage de Marcel Lefebvre devint blême lorsque le nom de son grand-père fut prononcé à voix haute, ainsi que ceux des ancêtres d'autres familles qui vivaient encore dans la vallée. Les caméras de télévision capturèrent chaque réaction, chaque expression choquée et déni furieux. Mais c'est lorsque Louise révéla le rôle de sa propre famille dans le massacre que la confrontation atteignit son paroxysme. Le chef de cette conspiration était mon arrière-grand-père, Jean Dubois, dit-elle, sa voix stable malgré le poids émotionnel de l'aveu. Le témoignage d'Élisabeth Duval indique clairement qu'il a organisé le massacre et a personnellement participé au meurtre. Nicolas s'avança alors, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Maman, arrête ça tout de suite. Tu détruis notre famille sur la base de documents qui pourraient être des faux, d'histoires qui pourraient être complètement fabriquées. Tu n'as aucune preuve que tout cela s'est réellement passé. » La docteure Moreau répondit en présentant le ballot sacré contenant des objets personnels qui avaient été trouvés avec les restes, des bijoux, des fragments de vêtements et des outils qui avaient appartenu aux victimes du massacre. « Monsieur Durand, nous avons des preuves physiques qui corroborent le témoignage de mademoiselle Duval.
Ces objets ont été trouvés disposés avec les corps d'une manière conforme aux pratiques funéraires traditionnelles, suggérant que quelqu'un a survécu au massacre assez longtemps pour honorer les morts. Le président Lacombe s'avança pour recevoir le ballot sacré des mains de la docteure Moreau, ses mains burinaient tremblant légèrement alors qu'il acceptait les artefacts qui avaient appartenu à ses ancêtres. La cérémonie fut simple mais profonde, menée en français et dans la langue tribale, reconnaissant le retour des objets sacrés à leur gardien légitime. Ces objets appartiennent à notre peuple, dit le président Lacombe, s'adressant aux caméras et à la foule. Ils nous ont été pris par la violence et la tromperie, et ils ont été cachés dans la terre pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, ils rentrent à la maison. La cérémonie tribale fut interrompue par des cris de la foule alors que certains des résidents de longue date de la vallée commencèrent à exiger que Louise arrête ce qu'ils considéraient comme une attaque contre la réputation de leur communauté. Marcel Lefebvre s'avança, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. « Louise, ça suffit !» cria-t-il. « Même si tout ce que tu dis est vrai, à quoi bon remuer tout ça maintenant? Les responsables sont morts. Les victimes sont mortes. Tout ce que tu fais, c'est blesser des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. » Mais Louise était préparée à cet argument. Elle sortit des copies des revendications foncières frauduleuses et des documents territoriaux que la docteure Moreau avait trouvés dans la chambre cachée, des preuves que la conspiration avait impliqué non seulement le meurtre, mais aussi le vol systématique de biens autochtones. « Marcel, il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé en 1885, dit-elle. Il s'agit du fait que presque chaque parcelle de terrain dans cette vallée a été revendiquée par la fraude et la violence. Les familles qui ont été assassinées avaient déposé des revendications légitimes pour cette terre en vertu de la loi territoriale. Quand elles ont été tuées, ces revendications ont simplement été ignorées et la terre a été prise par leurs meurtriers. Les implications juridiques de cette révélation provoquèrent un choc visible dans la foule. Des droits de propriété qui avaient semblé sûrs pendant plus d'un siècle étaient soudainement remis en question. Des familles qui avaient bâti leur richesse sur des terres revendiquées par leurs ancêtres faisaient face à la possibilité que ces revendications n'aient aucun fondement juridique. Le procureur adjoint Leroy s'avança enfin, son expression sombre alors qu'il s'adressait aux médias rassemblés. Le gouvernement mènera une enquête complète sur ces allégations. Si les preuves confirment les affirmations faites ici aujourd'hui, il y aura des conséquences juridiques importantes pour toutes les parties concernées. Quel genre de conséquences juridiques? Cria un journaliste. Des litiges de propriété, des demandes de réparation, d'éventuelles charges pour violation des droits civils, répondit le roi. Cette affaire implique potentiellement des violations de la loi qui n'ont pas de délai de prescription. Louise observa les visages dans la foule alors que toute la portée de la révélation devenait claire. Certaines personnes étaient clairement dévastées par les implications pour leur famille et leur sécurité financière. D'autres semblaient soulagées qu'un secret longtemps gardé soit enfin mis en lumière. Mais tout le monde comprenait que plus rien ne serait jamais pareil dans leur petite vallée de montagne. Alors que la conférence de presse se terminait et que les médias commençaient à rédiger leurs articles, Louise se tenait à l'entrée de la grotte avec le président Lacombe et la docteure Moreau, regardant la terre qui avait été façonnée par la violence et les mensonges pendant plus d'un siècle. Demain, le vrai travail commencerait, les batailles juridiques, les enquêtes, le processus difficile d'essayer de réparer des crimes historiques. Mais aujourd'hui, le courage d'Élisabeth Duval avait enfin été honoré, et la vérité pour laquelle elle était morte n'était plus enterrée dans l'obscurité de la grotte. 3 mois après la conférence de presse, Louise se tenait à côté de la nouvelle stèle commémorative qui marquait l'entrée de ce qui était maintenant officiellement désigné comme le site sacré du ruisseau du Merle Noir. Le monument en granit portait des inscriptions en français et dans la langue tribale, honorant les victimes du massacre de 1885 et reconnaissant la vérité qui avait été si longtemps cachée. La pierre avait été sculptée par un artiste tribal en collaboration avec Louise et l'équipe archéologique, sa surface décorée de symboles correspondant à ceux trouvés sur les murs de la grotte. Au pied du monument, les visiteurs avaient laissé des offrandes, des fleurs, des petites pierres, des photographies et des objets personnels qui témoignaient du pouvoir continu du site à toucher les cœurs. La docteure Moreau avait été engagée par le conseil tribal pour établir un centre culturel sur le site. Son licenciement de l'université avait été rapidement suivi d'un poste qui lui permettait de continuer son travail sans la pression institutionnelle de minimiser les découvertes gênantes. Le centre préserverait le témoignage d'Élisabeth Duval et les autres artefacts trouvés dans la grotte, garantissant que les générations futures auraient accès à l'histoire complète de ce qui s'était passé dans la vallée du Merle Noir. « Madame Durand, avait dit la docteure Moreau ce matin-là, je voulais que vous sachiez que l'enquête a confirmé tout ce qu'Élisabeth a documenté dans son témoignage.
Les meurtres de 1885 ont été officiellement classés comme un crime de haine et une violation de la loi territoriale. Même si les auteurs sont au-delà de toute poursuite judiciaire. Louise avait hoché la tête, ressentant un mélange complexe de justification et de tristesse. La vérité avait été établie au-delà de tout doute raisonnable, mais la justice, dans un sens significatif, restait insaisissable. Les morts ne pouvaient pas être ramenés à la vie, et les descendants vivants des victimes et des auteurs devaient trouver des moyens d'avancer avec la connaissance de ce que leurs ancêtres avaient fait et subi. Les ramifications juridiques se déroulaient encore, mais les premiers règlements avaient été plus généreux que quiconque ne l'avait prévu. Le gouvernement avait accepté d'acheter le site sacré et les terres environnantes à des prix supérieurs au marché, les recettes allant à la fois à Louise et à la communauté tribale. Plusieurs autres propriétaires de la vallée avaient négocié des accords similaires, préférant vendre plutôt que de faire face à de longues batailles juridiques sur la validité de leur titre de propriété. Nicolas n'avait pas parlé à Louise depuis le jour de la conférence de presse, mais sa contestation juridique de sa compétence avait été discrètement retirée après que l'enquête eut confirmé l'exactitude de ses affirmations. Par l'intermédiaire de leur avocat commun, il avait indiqué qu'il réévaluait sa position sur la situation, ce que Louise interprétait comme sa manière de reconnaître qu'elle avait eu raison sans admettre qu'il avait eu tort. Plus encourageante fut la réponse de sa fille Sandrine, qui était venue de Nantes avec les petits-enfants pour assister au service commémoratif qui avait eu lieu pour les victimes du massacre. Sandrine avait d'abord été sceptique quant à la décision de sa mère de rendre la découverte publique, mais voir le site sacré et rencontrer les représentants tribaux avait changé sa perspective. « Maman, je suis fière de ce que tu as fait », avait dit Sandrine alors qu'elles se tenaient ensemble à côté de la stèle commémorative. Il a fallu du courage pour abandonner tout ce que tu avais construit pour honorer des gens que tu n'as jamais rencontrés. J'espère que j'aurai ce genre d'intégrité si j'étais confronté au même choix. Le service commémoratif lui-même avait été une expérience profonde, menée selon les protocoles tribaux traditionnels avec la participation de membres des familles qui étaient venus de toute la région pour honorer leurs ancêtres. Le président Lacombe avait dirigé la cérémonie, mais Louise avait été invitée à parler d'Élisabeth Duval et du courage qu'il lui avait fallu pour documenter la vérité malgré le danger personnel. Élisabeth Duval savait que témoigner du mal était plus important que de se protéger, avait dit Louise à la foule rassemblée. Elle a compris que certaines vérités sont trop importantes pour être enterrées, même lorsque les dire coûte tout. Nous honorons sa mémoire en promettant que les personnes qui sont mortes en ce lieu ne seront plus jamais oubliées. Marcel Lefebvre avait assisté au service commémoratif, l'un des nombreux résidents de la vallée qui avaient publiquement reconnu le rôle de leur famille dans les crimes historiques. Sa décision de parler ouvertement de la participation de son grand-père au massacre avait encouragé d'autres à se manifester avec des histoires familiales et des documents qui avaient été cachés pendant des générations. Louise avait raison, avait dit Marcel à un journaliste après le service. Certains d'entre nous portent ces secrets depuis trop longtemps. Il vaut mieux affronter la vérité que de continuer à vivre avec des mensonges, même quand la vérité est laide. Tout le monde dans la communauté n'avait pas été aussi disposé à accepter la nouvelle réalité. Plusieurs familles avaient quitté la vallée plutôt que de faire face aux enquêtes en cours et à l'attention des médias. Les valeurs immobilières avaient en effet baissé, comme l'avait prédit Éric Lambert, mais la région attirait lentement un autre type de résidents, des gens attirés par l'importance historique du site et l'engagement de la communauté à affronter son passé difficile plutôt que de s'en cacher. Louise avait utilisé le produit de la vente de ses terres pour créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants de la communauté ancestrale poursuivant des études d'archéologie et de recherche historique. Elle avait gardé assez d'argent pour vivre confortablement le reste de sa vie, mais la majeure partie de sa fortune était allée soutenir le genre de travail que la Dr Moreau et le président Lacombe faisaient, un travail qui honorait le passé en s'assurant qu'il était pleinement compris. Alors que le soleil se couchait derrière les sommets de l'ouest en cette calme soirée de décembre, Louise se promena lentement autour du site commémoratif, lisant les noms qui avaient été gravés dans la pierre. Le nom d'Élisabeth Duval y figurait aux côtés des victimes autochtones, l'honorant comme quelqu'un qui était mort en essayant d'empêcher le massacre plutôt que comme une victime de violences aléatoires. La grotte sacrée avait été scellée pour la protéger du vandalisme et des visiteurs non autorisés, mais Louise sentait toujours la présence des personnes qui y avaient été enterrées. Leurs histoires avaient enfin été racontées, leurs morts reconnues, leurs objets sacrés rendus à leurs gardiens légitimes. La longue veillée d'Élisabeth Duval était terminée, et la vérité pour laquelle elle était morte n'était plus cachée dans l'obscurité. Louise avait perdu le masque de sa famille, sa relation avec son fils, et les certitudes confortables qui avaient façonné sa compréhension de sa place dans le monde. Mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux, la connaissance qu'elle avait choisi la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que la sécurité,
et le bien-être de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées plutôt que la protection de mensonges qui avaient profité à sa famille pendant des générations. Certains prix valaient la peine d'être payés, et certaines dettes ne pouvaient être réglées qu'avec du courage.